Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mind Power. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Kevin. Kevin, comment ça va? Ça va et toi? Super bien. Nickel. Très content de faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Donc Kevin, que je surnomme comme je disais, le Bruce Lee français, le Rock Lee français. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et et après nous raconter un peu le début de ton histoire avec le street, comment tu as découvert ce sport et qu'est-ce qui a fait que tu t'y as accroché et, et tes premiers objectifs en fait, tes premiers rêves dans le street quoi. Ok, vas-y, je vais essayer de m'en souvenir. Ça fait tellement longtemps, il y a des petits détails que je vais pas réussir à retrouver ou qui vont me revenir genre dans 30 minutes. Mais je Hmm, vais essayer de faire un bon résumé. Du coup, je m'appelle Kevin, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis né dans la région d'Île-de-France. Ensuite, j'ai fait un petit périple à Rennes et là, je suis revenu sur Paris. J'ai commencé le street workout en 2015, si je ne me trompe pas, pendant l'été. Du coup, ça fait quasiment 9 ans là maintenant. hmm. Euh, et j'avais fait auparavant quelques mois de ce qu'on pourrait appeler musculation au poids du corps. Je faisais juste des pompes, peut-être des dips, des tractions avec mon lit. Et du coup, ouais, le street workout, j'ai commencé. J'étais tombé dessus sur, je pense que ça devait être soit sur Google ou YouTube, mais en tous les cas, voilà, j'avais fait des petites recherches pour chercher en fait une sorte de sport qui pouvait permettre de développer plein de qualités, si on peut dire ça comme ça, dans le sens se muscler, devenir fort, endurant, avec son propre poids du corps, mobilité, souplesse, tout ça. Et du coup, bah, j'étais tombé sur le street workout et je me suis dit, putain, c'est pas mal ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, en vrai, on pourrait peut-être dire que quand je faisais déjà de la muscu, entre guillemets, au poids du corps, c'était déjà du street workout. Que c'est un peu, street workout, c'est un peu tout et n'importe quoi. C'est pas trop comment le catégoriser. Limite, un meuf, on pourrait dire que tu fais du street workout dans le sens qu'il fait des années et tout. Donc, je considérais pas encore que je faisais du street workout parce que je connaissais pas les figures et je les entraînais pas. Oh. Ouais, du coup, je pense que la première personne sur laquelle je suis tombé par rapport aux figures, c'était Eric Ortiz. Ça a été ma première inspiration pour apprendre la planche. Bon, au final, c'est pas ma figure de prédilection, mais c'est vraiment comme une idole au début. Et ce qui m'a intéressé aussi pas mal dans ce sport, bah, du coup, j'ai commencé quand j'étais au collège. Je sais plus si j'étais en cinquième ou en quatrième, mais ouais, c'était au moment de la puberté. C'est-à-dire que je commençais à prendre des pets. J'étais maigre aussi, donc ça se voyait, mais sans rien faire. À côté, je faisais des petites pompes, des petites tractions par-ci par-là. Et ouais, il y avait ce côté, bah, dans le street workout, c'est des figures qui sont complètement, que je trouvais complètement ouf, complètement surhumaines. Et je me dis, mais toutes les années que j'avais vécues auparavant, je ne savais même pas que ce genre de choses était possible. Je n'étais jamais tombé dessus ou quoi. Peut-être la run cross avec la gymnastique et les anneaux. Mais sinon, le reste, je ne savais pas du tout. Et je trouvais ça totalement incroyable et surhumain. Je ne comprenais pas comment c'était possible. Et du coup, par rapport à ça, il y avait un côté de, de vouloir être capable de pouvoir faire des choses complètement incroyables et entre guillemets, pas être supérieur aux autres, mais Hmm. avoir cette démarcation ouais, par rapport aux autres. À cet âge-là, au collège, on m'avait pas mal motivé. Puis c'est hyper intéressant parce que on remarque qu'en fait dès le début, t'avais déjà cette approche un peu de complémentarité, c'est-à-dire de vouloir être souple et en même temps fort et en même temps varié au niveau des mouvements. Tu vois, c'était pas si spécifique que ça. C'est ça. Tu vois, t'avais déjà cette recherche de euh, d'être complet en matière de poids du corps en fait. Et c'est pour ça que c'est assez inspirant et que ça ressemble aussi comme je disais, à Bruce Lee, dans le sens où euh, il y a une variété de mouvements infinis
ça part des pompes, mais du coup, après, tu as les variantes des pompes un bras, sur les doigts. Si on regarde toutes les vidéos de tes débuts et de tes évolutions, on voit qu'en fait, t'étais un peu comme un bêta-testeur de plein de tous les mouvements possibles et C'est inimaginables. ça. Et c'est un peu le garçon qui se retrouve face à un éventail de compétences infinies et qui dit oh c'est trop cool et je vais tout tester. Et du coup il y a des vidéos de toi qui réalisent, je pense que t'es un des mecs qui a dû réaliser quasi tous les mouvements possibles du street. Et c'est ça qui est insane, c'est que même dans la pompe, t'as testé tout, sur tous les doigts, tout ce qui est possible. Sur les tractions, c'est pareil, t'es très vite allé sur tes tractions à un bras. Euh, bon, après, ensuite, t'as eu la découverte des skills, je pense, tu pourras nous en parler, ta spécificité dans le front qui est arrivé un peu après. T'as même été plancheur un peu, les équilibres. Enfin, il y a eu tout ça jusqu'à aujourd'hui, ton choix vers la mobilité et la souplesse. Mais ça, on y reviendra plus tard, tu vois. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un truc qui est arrivé dès le début chez toi. Et même cette Ouais. histoire de mobilité et de souplesse, c'était là dès le début. Parce qu'après, il y a eu les manas, tout ça. Et c'est intéressant de voir que dès le début, ça faisait partie de toi dans ta recherche et dans ton évolution finalement. Ouais, c'est vrai. C'est marrant que tu m'appelles le Bruce Lee français parce que ça a été une de mes premières idoles quand j'ai commencé. Ouais. Je regardais des vidéos, ils appelaient ça des vidéos hommages de Bruce Lee. C'était un peu comme des edits, quoi. Ça me motivait trop. Même si j'ai jamais été dans les sports de combat ou quoi, ça me motivait trop quand même. Mm. Et je me rappelle, même moi, au début du street, j'étais aussi motivé par Bruce Lee, notamment sur sa pompe à une main, Les deux orteils, doigts, voilà, celle-ci, et le Dragon Dragon Flag. Fly. Exactement. Si. Et c'est deux moves que moi aussi j'ai essayé d'apprendre et que j'ai appris dès le début du street et que on te voit aussi réaliser et faire dans tes vidéos évolution. Et Ah, il descend dedans, ça. ouais, ouais, il y a le Dragon Flag et il y a les pompes. Mais Ouais. et puis aujourd'hui, notamment, on peut voir sur Insta toute ta variété de mouvements que tu testes et aussi tu compares avec des images de Bruce Lee ou Ouais, d'animés. c'est vrai que finalement, j'ai survenu au final. Du coup, si on revient un peu à tes débuts, comment elle s'est passée ton évolution, ta progression? Est-ce que c'était facile d'acquérir tous ces nouveaux mouvements d'un coup? Et comment tu organisais tes entraînements? Parce que du coup, ça faisait tellement de variétés, de skills, tout ça. Est-ce que tu organisais tout ça ou c'était vraiment en mode feeling, t'allais au parc quand tu pouvais et tu testais des trucs quoi, que t'avais vu dans des vidéos YouTube? Je m'entraînais principalement chez moi. Et ouais, ça fait comme une sorte de pyramide dans le sens où j'ai commencé à faire de plus en plus de figures. Bah, du coup, il fallait bien que j'organise tout ça parce que sinon, c'est juste pas possible. Alors, c'était un petit peu aléatoire, mais l'objectif, c'était. Je sais qu'à un moment donné, ce que je faisais, c'était une sorte de jour push, et une sorte de jour pull. Alors, bon, après, avec les figures de street, c'est assez compliqué de définir qu'est-ce qui est push. C'est des gros débats. Mais ouais, j'essayais de faire ça, et donc en gros, je m'entraînais, il me semble, 6 jours par semaine. Je posais juste le dimanche. Ouais, ça faisait une sorte de un jour push, un jour pull, un jour push, un jour push, un jour pull. J'avais arrêté le 7 rep que je faisais à côté. Enfin, 7 rep. C'est pas vraiment 7 rep comme on entend dans le street workout, mais juste voilà, des mouvements basiques, des tractions, des variantes de traction, des pompes, etc. Mais il n'y avait pas de muscle up, il n'y avait pas de 5-5-5, de shit comme ça. C'était en mode Hmm. circuit. Donc, ouais, bon, au niveau des figures, il y avait, il y en avait que je considérais un peu comme des figures principales. Par exemple, la planche, le front lever. Je faisais plusieurs séries sur ça. J'en faisais peut-être 5-10. À côté, il y avait des autres figures que je considérais moins importantes. Et là, par exemple, en handstand, le hollow bag, j'en faisais un par séance. Le handstand fly, j'en faisais un par séance. Et donc, ouais, il y avait de la diversité, que ce soit dans les figures, c'est-à-dire front lever, back lever, handstand, planche, etc. Et même au sein du mouvement lui-même. Là, Hmm. handstand, je faisais pas juste des handstands, ça partait en renard, en back, en handstand fly.
Je faisais même différents grips, pronation, supine, dalimon. Je faisais un petit peu de tout. Et oui, en gros, sur les choses qui étaient moins importantes, je les faisais à peu près une fois par séance, histoire de la faire. Et sur les choses qui étaient plus importantes, telles que le front lever, la planche, etc., j'en faisais plus de séries. Je faisais aussi différents exos. Bah, par exemple, on peut faire des raids, on peut faire des pull-ups, on peut faire du hold. Et donc, ouais, sur ça, j'en faisais plus. Et ouais, bah, au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir de plus en plus de figures et à m'intéresser à plus en plus de mouvements. Du coup, au départ, je faisais que des figures principales. À la fin, je me suis retrouvé avec un nombre incroyable de figures. C'est vraiment, quand j'y pense, Pokédex, Vraiment. mais tout à voir. Mais c'est insane, c'est insane. Ça a dû te donner des facultés pour après qui étaient incroyables parce que on va dire que tu avais vraiment les bases acquises dans tout, quoi. Ce qui a peut-être pu te permettre d'avoir des évolutions plus rapides sur les moves plus avancés après et de Ouais, peut-être moins te blesser, je sais pas. genre le fait que, par exemple, je me sois dit, ah, vas-y, je vais entraîner le bas. Ça m'a permis de savoir que c'était ma figure de prédilection, entre guillemets. Si j'étais plus resté peut-être au front et au planche, bah, j'aurais pas pu savoir quelle figure, entre guillemets, était plus faite pour moi dans le sens potentiel, quoi. Hmm. Et, ouais, parce que le mana, bah, personne ne le fait. Ça se trouve, il y a des gens, ils sont trop forts, ils ont trop potentiel. Ça peut être le cas avec un autre sport. Hein. Je serais le champion du monde dans un sport inconnu, le bien, mais parce que j'en fais pas, je peux pas savoir. C'est pas mal. Ouais, du coup, il y a aussi, ça rejoint cette notion de curiosité en fait. De toujours être curieux dans tes trainings, à tester des trucs et à, en fait, ça rejoint aussi la notion de limite. Quelles sont tes limites et toujours tester pour les délimiter en fait et même les repousser après par la suite. Euh, Est-ce que du coup, t'avais à cette époque déjà une certaine mentalité dans tes entraînements, un rêve, tu vois? Ou alors c'était juste de la découverte full feeling, où il y avait déjà une notion d'objectif précis dans ta tête, que ce soit en termes de figure, de niveau ou de futur. Déjà à l'époque, en termes de planche, ça allait en termes de fond. C'était, vu que c'était en 2015, le niveau il n'avait pas du tout tel qu'il est aujourd'hui. Hmm. Limite, je pense que je ne connaissais même pas le pour tout touch. Tellement c'était. Si on compare ça avec aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui on connaît tout ce qui est possible en planche, mais à l'époque, vraiment, c'était. C'est pour ça aussi que je me suis pas mal orienté sur le côté. Ouais, c'était ça ma vision, c'était avoir le plus de figures possible parce qu'il n'y avait pas vraiment ce concept de poulet tout touch. Oui, Limite, oui. une personne qui faisait un, je sais même pas s'il Hmm. y avait en rang propre à l'époque, quoi. Donc, ouais, pour moi, c'était juste, bon, bah, bref, le front de barre, je l'ai. C'est quoi la suite? C'est bah, des blocs de figures. Il n'y avait pas trop de performance au sein même je savais pas que ça existait. Personne n'avait encore dépassé ses limites. Il n'y avait pas encore de spécialistes, on va dire, dans ces catégories de mouvements bien précises, quoi. C'était vraiment en même temps que la découverte du sport, mais mondialement, tu vois. C'est Euh, ça. Ça qui était, qui était intéressant. Et il y avait aussi du coup la capacité de débloquer des nouveaux moves avant tout le monde ou avant que toi tu le vois, donc par toi-même quoi. Il y a vraiment cette notion de pionnier dans le sport, c'est ouf. Cette époque était incroyable quoi. C'est un peu comme Hunter x Hunter quand t'arrives dans sur une nouvelle île quoi. C'est ça, complètement. Ok. Donc ensuite, par la suite, dans ton ordre chronologique de carrière dans le street. Il y a eu Outsiders. C'est ce qui est arrivé tout de suite par la suite, ou pas? Alors, Outsider, parce que du coup, la vidéo qui est sur YouTube où je montre mon évolution de 3 ans et demi, c'est-à-dire que j'étais déjà dans Outsider. Ouais. Ouais, parce que t'as été un membre bah assez jeune en fait. Ouais. Je suis arrivé avant Liman, je Comment suis ça pas se dans les fait? premiers du tout, mais du coup, c'était.
pense que j'avais 2 ou 3 ans de street quand j'ai dû rejoindre l'équipe. Et ouais, comment ça s'est fait? C'est ça que tu m'as demandé. Hmm. Bon, en gros, c'était Yanis à l'époque qui était dans l'équipe qui Yes. m'avait. Ah oui, il y avait un groupe Facebook à l'époque, je sais pas si tu connaissais, qui s'appelait Nani. Non. Ah, je connaissais pas. C'est un groupe parisien, non? Non, c'était un groupe de street Facebook de France. Ah, ok, C'était ok. dirigé par Charlie PN, je crois que Ah c'est si, peut-être lui si, qui si, avait. si, si. Oui, oui, je vois. Charlie Penn Academy anciennement, non? Ouais, il y avait même Nico Carrel qui postait. Oh oui, c'est À ça. l'époque. Oui, oui, bien sûr, je connais. Ouais. Donc, ouais, je crois que j'ai déjà posté quelques compiles là-bas. En gros, bah ouais, c'était entre guillemets à l'époque, peut-être même encore aujourd'hui, mais un peu dans le street français, peut-être tout le monde se connaissait ou se voyait de près ou de loin sur les réseaux, je veux dire. Donc, quand je postais des manas, etc., sur Instagram, bah, les autres voyaient. Et notamment, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé, les membres d'Outsiders. Et donc, ouais, il y a Nice qui m'a envoyé un message et qui m'a demandé si je voulais rejoindre l'équipe. Euh, Bon, après, parce que moi, j'avais vraiment cette vision externe d'Outsiders et je regardais les vidéos et je trouvais ça complètement fou, complètement motivant, complètement légendaire. Et me dire que je peux rejoindre cette équipe, c'est complètement fou. Puis à cette époque, du coup, bah, on est quoi, en 2015-2016? Euh, Là, je pense que c'est plus. Bon, les dates, c'est terrible. Ah ouais, les dates, c'est chaud, hein. Mais en tout cas, au niveau des membres. 2017-2018, je pense. Ah oui, ok. Ok. Donc déjà, au niveau des membres, il y avait quoi? Il y avait Guillaume, Guillaume Brignone, Valentin, ouais, Guillaume, Loïs, Valentin, Alice, Yanis, du coup, Youssef. Youssef, Il y avait encore. ouais, C'était le fronteux de Paris. Younes. Ah, si. Ah oui, Younes, pardon. T'es en train de me dire, attends, Youssef, ça me dit un truc, mais en même temps, ça me dit rien. Alors non, on parle pas du, pas du même. Euh, et qui d'autre? Jules Mathieu dessus. En fait, il y a eu pas mal de la rotation. En même temps, quand je suis entré, il y a eu des gens il y Sangohan. avait, il y avait des gens dans la conversation, mais qui n'étaient pas là, qui parlaient pas ou quoi. C'est comme s'ils étaient déjà plus là. Et après, je sais pas s'ils sont fait virer du groupe ou s'ils sont partis d'eux-mêmes, mais bon, voilà. Et après, il y en a, ils sont partis, ils sont revenus. Enfin, c'était Ouais. une histoire assez compliquée. Hmm. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que cette équipe t'a apporté en fait? Est-ce que ça a changé ta manière de t'entraîner, tes objectifs? Genre, par exemple, ta spécificité dans le front qui est subvenue. Est-ce que c'est subvenu à la suite du fait d'être rentré dans Outsiders? Euh, Tu vois, qu'est-ce que ça a engendré tout ça en fait, dans ta mentalité et ta façon de t'entraîner? Pour le front lever, non, c'était pas avec Outsider. Ça, c'était plus après la Burning Gate, 2019. Ouais, là, je me trompe pas de date. Normalement, c'est ça. Et c'est celle Il y où avait. Livan et C'est ça. Nico Chan ont participé? Non, Nico Chan, c'était celle de l'année d'avant, Ah il me semble. ouais, oh, Ouais. ça date. Hmm. Et ouais, du coup, celle d'après, c'était moi et Livan. Ah oui, c'est vrai que t'as participé. Putain, j'avais oublié. Cette performance est catastrophique. Non, ça va. Et donc, qu'est-ce que Siders m'a apporté? euh, En vrai, je pense pas trop que ça a changé mon style. J'ai toujours continué à être toujours dans cette. Attends, c'est quoi le mot? Ouais, pluridisciplinarité. Disciplinarité. C'est vrai que c'est ça. Voilà, dans toutes les figures. Donc, on voit un petit peu ce qu'on s'envoyait toujours des vidéos de nos entraînements dans le groupe, des figures qu'on faisait. Je me rappelle de ça à l'époque. Et il n'y avait toujours pas même si c'était 2 3 ans après que j'ai commencé, ouais, ce concept de performance sur Hmm. la planche ou le front. Même s'il y avait quand même, hein. Mais chaque membre de l'équipe avait quand même son style, son originalité au final. C'était pas comme si tout le monde, tout le monde était en mode ok, il faut 10 full press, ok, il faut 10 front pull. On avait chacun plus ou moins sa spécificité.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est dur d'y penser là. Ouais, ça remonte. Mais je pense que juste du fait d'avoir un groupe entre potes et de s'envoyer des vidéos quotidiennement, ça fait Mm. que ça peut te pousser à être plus inspiré, plus motivé, les jours où t'es moins motivé ou quand c'est un peu plus dur. Euh, enfin, ça crée des liens et ça peut te permettre d'évoluer euh, dans un bon sens, je pense. C'est C'est toujours, ça. je pense que c'est toujours un plus, ouais. Mm. Ok, ok. Je voulais parler donc je change totalement de sujet maintenant de Outsiders, des steps, parce que on est des steppers. C'était peur. Euh, donc pour ceux qui savent pas, c'est juste on fait des pas en fait, on se fixe un nombre de pas par jour et on le maintient. Comment toi ça t'est venu aux oreilles? Et depuis combien de temps tu le fais? Je pense que c'est des noms qui m'a converti. Daylong, ok. Alors le mec qui marche le moins du monde, hein, tu vas le dire. Ça comme Ouais, ouais, donc, c'était quand je suis parti à Rennes, le retour des dates, là, c'était 2020, je ok, crois. Donc, ouais, c'est lui qui m'a fait découvrir ça, je pense. C'est avec l'application Passeur. ouais. Et, ah ouais, bah, je trouve ça sympathique de pouvoir savoir le nombre de pas que tu fais tous les jours. Ça revient un petit peu à un concept de jeu, en fait. C'est là en mode, ok, j'ai fait 5 minutes, j'ai fait 10 minutes. On aller de là, jusqu'à un moment, ça me met tant de pas. Au début, c'était juste comme ça pour le fun, j'avais pas forcément plus d'intérêt que ça. Après, ce que je me souviens, c'est que bah, Léon, quand il travaillait, il avait son taf à pied et tout, il marchait beaucoup. Et à un moment donné, je sais qu'il avait fait genre 50 000 pas en un jour. Et j'avais un peu vu ça comme un challenge. Et le lendemain ou quelques jours après, j'ai fait pareil. Je me suis dit, ok, let's go, 50 000 sur 24 heures. Et, bah, après, il y a eu aussi cet effet tendance, si on peut dire ça, sur les réseaux de ouais, faire 10 000 pas par jour, c'est bon pour la santé, etc. Ça permet de lutter contre la sédentarité. Et c'est vrai que ça instaurait plus une envie de vouloir me dire, ok, bah, faut essayer d'avoir 10 000 tous les jours. Ça fait un palier, quoi, qui est sympathique. Et voilà, je me dis, ça brûle quelques centaines de calories en plus comme ça, gratuitement, sans trop que ce soit de l'effort. Et puis marcher, pour moi, c'est la meilleure activité qui permet de me faire réfléchir et de Hmm. penser. C'est même mieux que de rester fixe comme ça. C'est-à-dire que même quand je marche et que j'écoute de la musique, au bout d'un moment donné, ça me saoule et je vais parler moi-même dans ma tête et je coupe la musique et ouais, je refais tout le monde, je refais toute ma vision, ce que je dois faire, etc. Ouais, ça remet les choses dans l'ordre dans ma tête quand j'ai besoin de le faire et c'est vraiment cool. C'est ça qui est intéressant, c'est que il n'y a pas que ce côté physique, en fait, bienfaits physiques, même s'ils sont très nombreux et hyper intéressants. Il y a aussi cet aspect mental dont tu parles, et je pense aussi que ça fait réfléchir, et même toi en tant que créateur de contenu, qui a besoin d'être inspiré et d'avoir des nouvelles idées tous les jours, bah je pense que c'est hyper efficace et tu dois sûrement avoir plein d'idées à chaque fois que tu fais tes sorties et que tu marches. Et en rentrant, tu dois avoir des nouveaux concepts ou des nouveaux reels en tête à chaque fois. Et c'est vrai qu'en fait, ça oxygène le cerveau, en fait, tout simplement. Et du fait de cette oxygénisation, et ben il y a plein d'idées qui émergent et forcément, tu deviens hyper productif et ça, c'est hyper inspirant. Et moi, je ressens aussi la même chose à chaque fois. Et, et c'est cette ce double bénéfice qui est juste un combo incroyable parce que ça te demande C'est ça. quasiment aucune ressource à part celle du temps. Donc on en reviendra après dans la notion de faire ses 10 000 pas ou faire 20 000 pas et qu'est-ce que ça engendre et la différence. Il y a vraiment cette notion de en termes de temps, mais à part ce coût de temps,
Il n'y a pas forcément d'autres coups, mais j'aimerais aussi qu'on parle du coup du nerveux. C'est un truc dont on a parlé récemment et dont moi je me posais la question. Euh, donc, qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un moment donné de je fais mes 10 000 pas d'une manière santé bénéfice à vas-y, je me challenge un peu plus et je vais chercher plus loin et je sais que là, tu as fait un mois, au moins un mois, je sais peut-être plus, à 20 000 pas. Ouais. Enfin, il y a eu 2, 3 mois. Après, il y a eu quelques jours, par exemple au moment de Noël, où je l'ai pas fait pendant. En gros, j'étais à Rennes, ensuite je suis revenu du coup chez ma famille dans le 77. Et c'est comme des longues, en fait, c'est dans la campagne, donc bah, c'est pas trop pratique de marcher, t'as pas trop envie. Puis bon, je suis là pour être avec ma famille, donc je vais pas aller marcher tous les jours 3 heures dehors. Donc, ouais, il y a eu des moments où j'ai un petit peu plus coupé. Et donc, bah, par moment, juste avant de commencer à vouloir faire ces 20 000 pas et toujours en rester à plus ou moins aux 10 000, il y a des moments où j'ai pris ça plus sérieusement. Il y a des moments aussi où j'avais fait que, par exemple, 7 000, mais j'étais pas en mode, ok, faut faire 10 000. En fait, ce qui était assez pratique, c'est que bah, quand j'étais à Rennes, il y avait le parc de street qui était à peu près quelque chose comme 25 minutes à pied, je dirais. Et si je prenais le bus, c'était genre 20 minutes. Du coup, autant marcher, même si ça prend que 5 minutes de plus. Et bah voilà, tu payes pas le bus, tu brûles tes calories, puis enfin voilà, tous les effets bénéfiques pour au final juste 5 minutes de plus. Donc ouais, du coup, genre l'aller-retour, ça me faisait faire 8 000 pas. Et je sais que quand j'allais faire les courses, ça me faisait aussi à peu près 1500, 2000. Du coup, j'arrivais pile aux 10 000 avec le fait d'aller m'entraîner et de faire les courses tous les jours. Hmm. Il n'y avait pas trop d'efforts à faire à ce niveau-là. Ouais, sinon, de temps en temps, voilà, comme je disais, avec les 50 000 pas, des fois, il y a eu des challenges en mode, ok, ça me chauffe d'un coup, j'ai envie de tester comme ça et de faire plein de pas. Surtout qu'aussi, il y a une autre dimension, alors ça, je change assez d'avis, mais il y a aussi un côté, alors quand tu marches en ville, c'est un petit peu plus compliqué. Et par exemple, si tu marches sur un tapis de course ou dans un parc et que tu es tout seul, moi, avec mon taf de créateur de contenu, bah, je peux passer du temps à être sur Instagram et à regarder pour trouver des nouvelles idées. Après, en soi, c'est pas ouf parce que tu fais une activité bonne pour la santé à marcher et tu te retrouves comme ça, affalé sur ton téléphone. Ouais. Ça fait un peu une opposition, mais bon, on est dans l'optimisation. Et ouais, aussi pour trouver des sons pour mes réels ou même faire les montages. Bon, quand ça bouge, c'est un peu compliqué des fois. Et des fois, juste ça saoule aussi en fait. Donc c'est pour ça que je change d'avis. Des fois, je me dis, ouais, c'est pas mal si j'arrive à faire plusieurs montages. Au lieu de passer 2 heures chez moi assis à faire mon truc, je peux passer ces mêmes 2 heures, mais en marchant par exemple. Hmm. Et au final, voilà. Mais bon, c'est vrai que ça m'a gavé au final, tu vois, faire les montages en même temps que je marche, ouais, ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté. Donc sinon, pour revenir aux 20 000 pas, putain, c'est encore des longues à chaque fois. C'est lui la cause de tous les trucs La cause de de ta la vie. vie. Ouais, bah, en gros, bah, là, je vais aborder autre chose. C'est encore lui qui m'a été dans ça. Le délire de vouloir sécher pour bah, tout simplement gagner en performance en street. Même si bon, ça se discute, c'est la pratique qui s'installe. Mentalement, c'est quand même très compliqué, je trouve, la sèche. C'est ça qui m'a fait remarquer que je suis très attaché émotionnellement à la nourriture. Si j'en ai pas, j'ai la dépression. Hmm. Des trucs qui pourraient me faire plaisir en temps normal, ça devient nul et vide de sens et que le ventre vide. Bon, au final, je me suis rendu compte que on finit par s'y habituer et ça va. Et il y a un autre plaisir qui se crée dès que tu dois manger. Du coup, t'es trop bon, c'est ultime. Donc, ouais, la sèche, c'était un truc que j'avais essayé du coup plusieurs fois. Avec des longueurs de embarquées dans ce cercle infernal. Euh, c'était, ça n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'était il y a quelque chose comme 2 ans. C'était au moment donné où je faisais plus trop de street. C'était un peu, j'arrêtais, j'en faisais. Il n'y avait plus rien de sérieux. Mais j'avais découvert à ce moment-là le potentiel de reverse planche et encore des longues une fois qu'ils m'ont avancé dans le truc. Et du coup, ouais, je voulais voir ce que ça faisait de perdre du poids parce que chaque fois j'entendais comme quoi c'était un truc de ouf et que, je sais pas, peut-être justement que 4 ou 5 kilos en moins, ça peut te faire x2 sur tes pertes. Donc du coup, bah,
je voulais sécher par rapport à ça et voir ce que ça faisait. Donc, après, j'étais déjà un poids qui était assez faible. Je devais être à 54, 55 kilos et le but c'était de descendre à 50 kilos. Waouh. Après, faut prendre aussi le contexte qui est que je fais environ 1m60, 1m60 donc voilà, c'est pas comme si je faisais 1m75 et que je faisais 50 kilos. Je suis petit, donc le poids est aussi petit, mais c'est quand même un poids qui est faible, c'est sûr. Et donc du coup, ouais, j'avais commencé à essayer de sécher d'une manière où c'était pas par le fait de me dépenser plus, mais par le fait d'avoir moins de, être en déficit calorique, mais être en déficit calorique par le fait de manger moins et voir si voilà, au niveau des performances, c'était beaucoup mieux, etc. Et ouais, ça, c'était clairement oufissime. La première fois que j'ai commencé à faire ça et tout, c'est au niveau des perfs, c'était fou. Hmm. Vraiment un gain de niveau incroyable. Alors là, quand je l'ai fait récemment, ça n'a pas fait le même effet. Mais quand j'avais fait les premières fois et tout, ouais, c'était incroyable. Et le problème que j'avais, c'était que bah, c'était trop dur à tenir. C'est là que je me suis dit, putain, mais la sèche, c'est le truc le plus dur du monde. Donc, ouais, du coup, pour revenir à cette histoire des 20 000 pas, du coup, ouais, bah, la sèche, à chaque fois, j'arrivais pas à la maintenir. À chaque fois, j'abandonnais. Je la faisais pendant 5, 7 jours et j'arrêtais. Je me disais, ok, c'est bon, je ne le fais plus jamais, c'est trop dur, c'est pas pour moi. Et au final, 2 semaines après, je refais, ensuite j'arrête. C'est devenu un cycle comme ça. C'est d'autant plus un cycle infernal dans le sens où dès que je suis à 50 kilos, j'ai des pertes incroyables en reverse planche. Je remange un coup, j'arrête, je remonte à 53 en un jour et je perds toutes mes pertes. Du coup, ça devient vraiment un cercle infernal où si je veux reperformer, battre meilleur que ce que j'ai déjà fait, bah, je dois ressécher pour revenir au point auquel j'étais. Et donc, du coup, bah, à chaque fois, ouais, je suis impatient, je veux pas juste prendre le temps de m'améliorer sur la figure et de la force et je me dis, bon, bah, là, dans une semaine, si je veux, j'ai 4, 5 kilos en moins et hop, je suis trop fort. Donc, ce délire des 20 000 pas, du coup, c'est revenu en novembre 2023. En gros, le concept un peu, c'était de recycler à nouveau, mais avec une manière technique différente, qui était cette fois-ci bah, toujours forcément le déficit calorique parce que c'est la base du concept. Mais au lieu de changer ma nourriture, je me suis rendu compte que j'étais très attaché, putain, j'arrive pas avec ce mot, émotionnellement avec la nourriture, et même ce concept de liberté. Moi, la liberté, c'est vraiment un truc qui est ultra important pour moi dans mon caractère et ma personne. Et donc le fait de me retirer des aliments, enfin de retirer en termes de quantité, c'était pas bien. Bon, au final, le fait de me dire ok, je mange que ce que je mange et pas plus, c'est une autre forme de privaison. Donc au final, ça n'a pas trop marché le concept de liberté. Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, c'était une autre manière, du coup, les 20 000 pas, au lieu de descendre mes quantités de nourriture, là, c'était le fait de me dépenser plus, de toujours manger pareil. Et, bah, du coup, après, je sais pas si scientifiquement, etc., c'est valable ou pas, mais il y a quand même un côté où tu n'entres pas en carence, parce que tu as quand même tous tes macronutriments, etc., je n'y connais rien. Hmm. Tu as quand même toute la nourriture qu'il te faut, même si tu as moins d'énergie, tu as quand même tout ce qu'il te faut. Alors, quand tu te mets à manger 2 fois moins ou quoi, bah, déjà, t'as pas d'énergie, et en plus, il te manque peut-être ton quota de protéines, de lipides, de machin, donc c'est pas foufou sur le plan santé. Et donc, ouais, vous voyez les 20 000 pas comme un nouveau moyen de peut-être réussir à sécher, et, euh, et aussi, peut-être qu'il y a moins ce côté, me sentir affamé et ne plus avoir d'énergie, parce que pourtant c'est avec le même déficit calorique et tout, mais le fait d'avoir beaucoup de nourriture toujours peut-être en circulation, enfin beaucoup de nourriture, toujours la même quantité en circulation dans le corps, bah, ça fait que je me sens bien et donc c'était une autre approche pour réussir à sécher ou mentalement c'était beaucoup plus facile de, de la tenir quoi. Et bah, ça a bien marché parce que j'ai réussi à bien tenir ça. Et
instaurer une sorte de nouvelle routine avec ça. Et là, c'est pareil, par exemple, j'allais m'entraîner un petit peu à Basic Fit pour faire des planches. Et donc, du coup, quand j'y allais, ça me prenait euh, quelque chose comme, je crois que je suis un fou, je connais le nombre de pas par cœur, c'est genre 6500. Aller-retour, ça faisait 13 000, 14 000 peut-être plus. Après, je faisais des courses, du coup, ça rajoutait un peu. Il fallait que je continue un petit peu plus, et là, bon, j'avais 20 000. Donc, ouais, le concept un peu, c'était d'intégrer ces 20 000 ma vie normale pour pas que ça me prenne du temps, parce que c'est vrai que ça prend quand même environ quelque chose comme 2h45. Donc les 2h45, quand tu as du taf et une vie, il faut pouvoir les caler. Donc, ouais, ce que je me disais, c'est ouais, si commence à faire ça, à vouloir sécher, etc., bah déjà, il faut que ce soit un truc qui puisse marcher. Parce que si je refais comme avant, à manger moins, ça va pas marcher, c'est sûr. Donc il fallait que ça marche, et il fallait qu'au niveau du temps, je suis quand même pas mal occupé, il fallait que ce soit rentable. Et c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais en même temps, je pouvais faire des montages, etc. Donc du coup, c'était comme si, entre guillemets, je séchais gratuitement. C'est-à-dire que Hmm. mentalement, c'était pas compliqué. Et en plus, au niveau du temps, bah, je faisais des choses que dans tous les cas, je pouvais faire de base si, sur ma chaise. Et donc, ouais, à ce moment-là, le concept de sèche est revenu, donc ça s'est mélangé pas. Et donc, ouais, il y avait plusieurs objectifs. En vrai, c'est pas mal par curiosité, parce que dans ma tête, je me suis toujours dit que même si j'arrivais à descendre, je sais pas, à 50 kilos, même plus extrême, des 48, etc., euh, je savais que ça allait être quelque chose. Tenir ça, c'est quand même compliqué. C'était plus par curiosité, voir ce que ça fait d'être ultra sec. Même au niveau de la reverse planche, je me dis, bon, bah, j'ai déjà été à 50 kilos, j'ai vu ce que ça faisait. Qu'est-ce que ça peut donner à 47 ou 48? Alors, un du monde, il va faire un truc que personne n'a jamais fait, quoi. Ouais, il y a plusieurs curiosités comme ça, voir aussi ce que ça pouvait faire de creuser les joues, si ça peut être stylé, si je pouvais réussir à voir comment ça rendait sur moi, etc. Et donc ouais, voilà, je m'étais relancé dans cette sorte de challenge, de cette sorte de routine de faire un pas par jour. Mais en même temps, je me disais que, en gros, c'était en novembre, et je savais que, je sais pas si c'était vraiment acté ou pas déjà, mais je savais que j'allais déménager à Paris en janvier, et que ben, après, j'allais devoir travailler plus sérieusement sur mon contenu, la souplesse, etc., formation, machin truc. Donc, je savais que ces 2 3 heures, je pouvais, en gros, ouais, c'est comme si je me disais, bon, bah, de novembre à janvier, je pouvais accorder ce temps-là. Mais après, si j'ai pas atteint mon objectif en termes de poids et tout, arrêter parce que Hmm. ça prend trop de temps, et même mentalement, c'est contraignant quand même. Me dire que je suis là en train de travailler et je peux pas me permettre de manger un truc à côté, ou faire un petit plaisir, m'envoyer de la dopamine pour en même temps bosser. C'est quand même plus compliqué pour, euh, pour travailler, quoi. Donc ouais, 20 000 pas, c'était un bon compromis, je pense, parce que 10 000, c'est le truc classique, ça, entre guillemets, assez facilement. 30 000, c'est beaucoup. Donc, ouais, Hmm. le double de 10 000. En termes des calories, bah, après, ça dépend du poids que tu fais, ta morphologie, enfin bref, les détails comme ça. Mais c'est plus ou moins quelque chose comme 800 calories, quoi. Et donc, ouais, dans ma tête, c'est en mode, ok, 800 calories, c'est plus ou moins 100 grammes. Chaque jour, je perds 100 grammes de gras. C'est un petit peu ça le gilet. Hmm. Ouais, et ça, c'est un truc qui peut te motiver aussi mentalement, quoi, de cette perte journalière. Ouais, Euh, fallait que ça aille assez vite, ce que je me disais. ouais. Ouais, c'est pas un truc que tu voyais te tenir sur le long terme, quoi. Ouais, ça aille, pas que ça soit trop extrêmement en fait, il faut le juste milieu, en termes de complexité mentale et physique. Faut pas que ça soit trop, faut que ce soit un truc qu'on puisse accepter, qui passe. Après, forcément, c'est très difficile, mais quand même soit rapide, quoi. Parce que Ouais. bon, perdre juste du 20 grammes par jour, c'est long, quoi. Quand tu peux être sur du 100 grammes, je suis quand même pas mal dans les, dans les extrêmes, Hmm. ce genre de choses. Ah, moi, j'ai testé 17 000 pendant un mois et à la fin, je suis monté vers les 20 000 pendant une semaine.
Et bon, je m'entraîne tous les jours aussi, mais c'est vrai que la dernière semaine sur les 20 000, au début, j'ai rien senti, mais à la fin, j'étais dans le rouge nerveusement, et je me suis dit, oula, c'est long, ça prend beaucoup de temps dans ta journée, donc quand t'as des choses à faire et tout, bah, tes journées, elles passent beaucoup plus vite, même si t'as des avantages de réflexion et de nouvelles idées. Ça contraint pas mal, notamment par exemple, bah, t'as fini de t'entraîner pendant 2 3 heures en street, tu rentres chez toi, tu manges, t'es à 14 000 pas, et il faut que tu te rechanges, que tu ressortes pour faire 4 5 000 pas. Et en fait, mine de rien, c'est rien comme ça, et des fois même ça fait du bien d'aller se balader après manger. Mais t'as ce truc, en fait, je pense que mentalement et nerveusement, il y a un petit truc quand même, parce que bah, ça demande quand même un effort de sortir dehors, de rencontrer des gens, d'être dans la rue, d'être à Paris la nuit. Nerveusement, ça a rien à voir avec le fait de rester dans son canapé, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Et en fait, ça, c'est quand même un peu impactant, je pense. Et du coup, quand tu en es à faire des chiffres comme 20 000 tous les jours, plus avoir tes entraînements tous les jours, etc., 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 sur le cumul en long terme, c'est assez compliqué, je pense. Par exemple, moi, là, j'ai décidé de diminuer, tu vois, de mettre un peu de repos et de diminuer vers les 13 000. Et je trouve 13 000, c'est un bon équilibre parce que ça se fait très simplement, c'est un peu plus de 10 000. Et niveau temps, bah, tu gagnes énormément de temps et t'as justement pas ce truc de devoir ressortir le soir, reprendre Mm. 30 minutes, ce qui fait que toute ta vie, elle tourne autour de ça tout le temps, et il y a une fatigue en plus. Alors que maintenant, par exemple, le soir, bah, je sais que c'est le moment du repos, et je peux vraiment me reposer, et je sens que je récupère mieux, mine de rien, même si la marche, c'est de la récupération active, bah, je trouve que je récupère mieux en ayant ce temps pour moi de repos. Tu vas pas marcher, parce que tu as Mm. déjà fait 13 000 pas, tu vois, et ton entraînement. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre effectivement qu'il faut trouver en fonction de ton emploi du temps, et même 17 000 pas. Là c'est simple, je suis tout seul, je suis à Paris, je taffe, tout ça. Mais dès que je sais pas, tu trouves une copine, t'es avec tes potes et tout, c'est compliqué, tu vois, tu vas chez un ami, c'est difficile de dire bon attends je me casse, je vais faire 17 000 pas, je reviens dans 3 heures. Tu vois, enfin, du Ouais, coup il faut trouver exactement. cet équilibre de trucs qui est faisable, et bénéfice-risque. Il y a 3 points que j'aimerais aborder par rapport à tout ça. Le premier point, c'est le training. Est-ce que tu sens que le fait d'avoir fait tes pas ou un certain nombre de pas avant de t'entraîner améliore ton training, te réveille nerveusement, ou est-ce que le fait de... Est-ce que tu peux être chez toi jusqu'à 17 heures, ne pas marcher et aller t'entraîner, ça sera pareil nerveusement? Parce que moi j'ai remarqué que souvent quand je marchais un peu, au moins 30 minutes on va dire, enfin en tout cas que je sortais avant de m'entraîner, j'étais plus réveillé nerveusement. Tu vois, il y a l'activation de la lymphe, système lymphatique, tout ça, tout ça. Je trouve que je suis plus réveillé en fait, ouais, nerveusement, que si j'avais rien fait en fait de ma journée. Bah, je peux pas forcément ultra répondre précisément dans le sens où, bah, comme je disais, c'est au niveau de ma pratique sportive, c'est un peu le bordel depuis quelques années. Je fais des trucs, j'arrête, je recommence, etc. Et, bah, la période où je faisais les 20 000 pas, j'entraînais que l'arrière-plan, donc c'est pas comme si je Hmm. passais 2 heures à m'entraîner, j'avais du front et de la planche. J'avais fait, entre guillemets, juste un petit échantillon pour savoir est-ce que ça avait un impact si je marchais avant ou pas. Bah, j'ai pas fait. En fait, à chaque fois, j'ai toujours fait en ayant marché avant. Du coup, j'ai pas Hmm. l'autre vision de n'ayant rien fait avant. Mais je sais pas si ça aide. En tout cas, il y a une chose, et je pense que c'est un peu le délire que j'ai remarqué à l'époque. C'est quand j'étais en train de faire les anciennes sèches thermoliques, il y avait des moments où je courais 30 minutes sur 30 minutes où j'ai j'ai testé les deux. Et ouais, en mode cardio. Et après, je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais testé, genre le soir, j'étais allé à Basic Fit, j'avais couru 1 heure sur le tapis, j'étais rentré en appart, et j'avais fait comme ça, tu vois, pour rigoler, on se montait des planches, et ça m'avait choqué d'à quel point j'étais trop fort. Ok. C'est là que je me suis dit, mais cheat code en fait. Et après, bah, du coup,
côté, ça paraît logique. Genre, dans tous les sports, il y a ce côté, il faut s'échauffer, machin truc, tu cours 5-10 minutes, etc. Et donc, ouais, c'est marrant que t'en parles parce que c'est une des théories que je m'étais dit que j'ai pas trop testé depuis ou quoi. Enfin, peut-être j'avais déjà réessayé, mais ça n'avait pas marché, du coup, ça m'avait saoulé, j'avais pas plus poussé dans ça. Mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose, le fait de marcher ou de courir juste avant qui permet de, effectivement t'activer nerveusement. Et ça paraît pas illogique en plus, ça te permet ouais, de booster tes performances, quoi. Parce que, après, est-ce que, faut voir, parce que ce que je me rappelle, c'est qu'à ce moment-là, par exemple, je m'entraînais la journée au parc, et j'ai un exemple précis, j'avais genre un coup touch en France avec une barre, et le soir, en rentrant après de la course, j'avais genre 4 tout touch, c'était n'importe Ah quoi. ouais. Donc, est-ce qu'il y a un côté, juste, vu que je suis dehors avec une barre, c'est plus difficile, et quand t'es à la maison, au chaud avec ta barre, je sais pas si c'est à cause de juste paramètres comme ça, ou si c'est vraiment le fait de courir. Ouais, j'avais l'impression qu'il y avait un boost nerveux de Hmm. courir un peu comme ça, juste, incroyable. Après, quand je dis passer de 1 à 4 push-ups, c'est pas comme si j'avais jamais fait le 4 push-ups. C'est que j'étais revenu à un niveau basique de 1 push-ups parce que je m'entraînais plus, etc. et tout. Et le cap touch, c'est déjà quelque chose que j'avais auparavant. C'est pas, je suis passé de, je sais pas, mon niveau, il a fait x4. Il a fait x4 actuellement, mais c'est déjà des trucs que, j'ai vu peut-être que j'étais ultra échauffé. Et voilà. Ouais, je suis pas passé de 1 à 4 sans jamais avoir fait 4 avant. Hmm. Ouais, c'est un truc dont on parlait avec Rayo. Effectivement, apparemment, courir 10 minutes sur le tapis avant sa séance, ça peut permettre d'être très réveillé nerveusement, peut-être de réveiller une sorte d'instinct de survie ou j'en sais rien. Mais surtout d'échauffer tout, en fait, très très vite, ce qui fait que sur tes premières planches, bah, tout ton corps est réchauffé, planche ou front, et du coup, tu peux peut-être produire un facteur de force plus élevé et être plus réveillé nerveusement, donc avoir les mouvements plus ancrés. Peut-être, mais en tout cas, c'est à tester à chacun. Euh, le deuxième point que je voulais aborder, bah, tu as directement lié les pas avec la sèche, le déficit calorique, tout ça, et, euh, et on a vu que du coup, tu as changé ta manière de gérer ton déficit. Au début, c'était en ayant moins de cales, et après, c'était en ayant tes cales, mais en te dépensant plus. Est-ce que, à cause de ces sèches, tu as eu des TCA ou des problèmes alimentaires? Je pense, ouais. C'est pas que c'est un stade d'avancée, ou alors je vois plus dans le sens, dès que j'abandonnais une sèche, il y avait quelques jours de, voilà, faut tout détruire, Ok, tout ou rien, tout quoi. envoyer. Mais après, je sais que par exemple, une PDM, c'est quelque chose qui est aussi difficile pour moi. Ce qui est le cas pour des personnes qui trop mangent. Moi, je sais que quand je mange trop, que je sens que j'ai mal au ventre, etc. Enfin, je suis censé avoir un petit estomac, donc en fait, que ce soit la sèche ou le PDM, les deux sont durs. Et je trouve ça assez incroyable. Au final, le corps, en tout cas chez moi, il y a vraiment un équilibre en fait. C'est-à-dire que quand je suis en sèche, j'ai envie de tout manger. D'un côté, quand je mange tout, après, je me dis, ok, je mange plus, j'arrête, ça Ouais, me tu te sens dégoûte. pas bien En quelque et... sorte, Ouais. il y a un équilibre assez, coup, je trouve ça vraiment que c'est très très bien fait le corps humain à ce niveau-là. Et donc, bah ouais, par rapport à ça, ce que je me dis, c'est que j'ai un peu vu un changement, je pense, entre quand j'étais chez mes parents et que j'étais mineur, VS quand j'ai commencé à être adulte et que j'étais à Paris. Bah avant, je mangeais ce que je trouvais quoi, dans les placards, parce que mes parents me faisaient, mais je mangeais moins qu'avant, et je sais pas, il y avait pas ce, je ne trouvais pas justement, comme je disais, justement, Émotionnel. émotionnellement attaché à la nourriture. Et depuis que ouais, que je suis indépendant, etc., que je peux faire mes propres courses, etc., j'ai un peu l'impression que ça a changé, que mon rapport à la nourriture a changé depuis ce moment-là, quoi. Après, je sais pas si c'est une question d'environnement, si c'est le fait d'être seul, si c'est le fait de penser que ce soit même. Mais déjà, à partir de ce moment-là, j'ai vu que ça a changé, quoi. Et t'as plus mangé, etc. Et tout, et un petit peu plus foutre. Même si de base, je n'avais pas non plus une alimentation en mode diète clean quoi, bah, j'étais chez mes parents et je mangeais ce qu'il y avait quoi. Et donc, ouais, je pense que la sèche, ça m'a fait développer des TCA. Après, comme je dis, je sais pas si c'est juste des trucs temporaires ou si ça se
si ça se rééquilibre, j'ai l'impression que c'est D'accord. Et est-ce que tu as eu la même chose quand tu as changé ta manière de sécher avec tes 20 000 pas? Ça m'intéresse. Je pense que oui, mais d'un côté, ça m'a apporté une nouvelle vision. Parce que du coup, limite, j'ai l'impression que c'est parti encore plus loin dans le. En fait, c'est comme si il y a le côté moins et le côté plus. Le côté moins, c'était en sèche. Tu veux tout détruire. Ok, attends, je me suis perdu dans ce que je raconte. Tout détruire en sèche. Je veux tout Tout, détruire. pour formuler. Mais, ouais, en gros, c'est j'ai l'impression que ça, comparé au sèche d'avant, je sais pas si du coup c'est peut-être parce que sur la longueur, ça a duré beaucoup plus longtemps. Parce que c'était beaucoup moins restrictif. Oui. Mais ouais, c'était plus long en termes de temps. J'ai l'impression que mon estomac, au lieu de rétrécir, il est devenu Et un monstre. énorme. Ouais. Ouais, c'est J'ai l'impression intéressant. que à un moment donné, j'étais capable de manger mais deux, trois fois plus que par rapport à l'habitude. C'est normal, ouais. Et complètement fou, quoi. Et donc, ouais, au moment des fracas, ça pouvait être beaucoup plus violent qu'avant. Mais ouais, ça m'a fait développer un autre aspect, c'est-à-dire que bah, dès que je me remettais à manger du bouffe, j'étais très très vite dégoûté. Et même en revenant après à manger normalement, des trucs normaux, euh, j'ai ça doit être certainement la dopamine, hein, mais les trucs, les choses n'avaient plus aucun goût. Hmm. Et ça revient un petit peu à ce concept de bah, pour avoir du bonheur entre guillemets, voilà, que le bonheur est associé à la souffrance, c'est-à-dire que si ça se passe mal et qu'après ça se passe bien, bah, c'est le plaisir à découpler. Côté, si tu souffres jamais, s'il y a tout le temps du confort, etc., bah, t'as des trucs qui peuvent te faire plaisir ou quoi, bah, au final, le plaisir est normal. Puis, enfin, il n'est pas aussi intense que si auparavant tu avais souffert et galéré pour avoir. Donc, du coup, à la fin, je me dis, mais en fait, dans tous les cas, en fait, il y a une souffrance, c'est-à-dire qu'en sèche, bah, tu souffres de pouvoir tout manger, d'avoir un peu mal au ventre, quoi, d'être affamé. Au niveau du manque d'énergie, par contre, le fait de dépenser plus et de manger exactement pareil, ça a tout changé. Je me Hmm. sentais totalement normal. Avant, même avant, j'ai l'impression d'avoir des trous noirs dans le ventre. Hmm. Il y a vraiment des moments où ça faisait trop mal pendant 10 minutes. Mais là, avec cette sèche des pas, pas du tout ce problème. Et donc, ouais, ce que je disais, c'est que, dans tous les cas, la vision maintenant, c'est que, limite, en fait, c'est qu'il y a, dans tous les cas, il y a de la souffrance. Soit je souffre de ne pas manger, d'être affamé, soit de l'autre côté, je souffre, entre guillemets, de ne pas prendre du plaisir. Ouais, En mode, ok. je mange, mais ça n'a pas de goût, ça n'a pas trop de saveur. Alors que quand je mangeais en sèche, ok, je souffrais, mais c'était incroyable. Quand c'était le moment de manger et tout, c'était trop, trop bon, quoi. Et Hmm. donc, du coup, je me dis, à la fin, c'est quoi le plus rentable, quoi? Est-ce que c'est d'être sur un état neutre, de jamais trop, trop kiffer, mais d'un côté, tu souffres pas, ou alors tu acceptes de souffrir, mais d'un côté, bah, dès que tu manges et tout, c'est incroyable. Il y a des trucs qui sont bons, c'est deux fois meilleur. Ah, moi, je sais que je peux trouver cette solution en me faisant kiffer ou en changeant, en ayant cette diète flexible dans mon alimentation. Ce qui fait que bah, je mange pas tout le temps la même chose et je suis mon instinct. Et tu sais, il y a des jours, je me dis putain, j'ai pas envie de riz, j'ai envie de pâtes, mais de ouf, tu vois. Et je vais kiffer mes pâtes et ça va quand même rentrer dans mes cales, tu vois. Et je vais totalement changer mon repas et je vais peut-être manger moins au volume parce que ce sera plus calorique. Mais du coup, je vais me faire des pâtes au pesto, j'en sais rien, avec du poulet et ça va être incroyable et je vais kiffer parce que d'habitude, je mange tout le temps mon riz et mon poulet, tu vois. Et, euh, et du coup, je trouve cet équilibre en me faisant kiffer. Et tant que ça rentre dans à peu près mon plan, tu vois. Et même si des fois ça dépasse un peu plus, je m'entraîne tous les jours, je fais beaucoup de steps, ça va, tu vois. Et ça, c'est la vraie diff avec avant où j'ai eu un peu la même sèche que toi. Je faisais 10 000 pas. J'étais à 2000 voire moins en cale et je travaillais, j'étais sur un tournage pendant 4 mois. Donc j'avais la fatigue et très peu de sommeil.
Donc ça a très bien marché et j'ai tenu ça pendant 4 mois, je crois. Ouais, Euh, solide. donc je suis descendu, bah, c'est là où cet été j'étais le plus sec possible, enfin que j'avais jamais atteint. Je pense que j'étais autour de 10-8% Ok. de body fat. C'était trop stylé, mais du coup, après ça, j'ai eu des gros TCA, tu vois, où je me suis fait des gros tacos, double, enfin des trucs Mmh. avec Didi, salut Didi. Euh, Mmh. mais et je me suis dit, putain, c'est chaud. Et du coup, c'est là où j'ai testé du coup bah, les 17 000 pas et en augmentant les cales. Et effectivement, t'as vraiment cette différence d'énergie. Déjà, t'es pas vide parce que en fait, t'as des cales. Mmh. Et du coup, t'as plus d'énergie, donc tu peux te dépenser un peu plus. Mais du coup, voilà, comme on dit, il y a aussi cet aspect nerveux, trouver l'équilibre, tout ça. Et bon, là, j'ai pas envie de sécher, j'ai envie de maintien, en fait, pour l'instant. Et du coup, c'est aussi intéressant parce que, et comme tu le dis, une sèche, c'est très éprouvant mentalement, plus que physiquement. Euh, donc c'est aussi, je trouve, intéressant d'avoir des bonnes périodes de calme mental, c'est-à-dire de maintien, tu vois, enfin, d'un truc plus ou moins contrôlé en fonction de chacun, mais où en fait tu laisses ton esprit tranquille et tu te sens bien et tu continues à évoluer dans tes objectifs et ça fait énormément de bien en fait. Ce qui fait que après, pour moi, la solution en ce moment, c'est d'avoir des sèches qui sont ponctuelles et rapides et intenses plutôt Ouais. que des sèches longues, dures, qui sont même pas bénéfiques parce que j'ai expérimenté la sèche de 4 mois. En fait, à la fin, tu finis tout plat, tout vide et Mmh. sans contrôle parce que t'es plus habitué à ton poids. Du coup, en street, t'es effectivement très fort. Genre, tu pouvais faire 4 presses très facilement, mais tomber sur la quatrième parce que j'avais aucun contrôle et j'avais peu d'énergie, tu vois. Donc en fait, effectivement, t'as un gain de niveau parce que t'as une perte de poids, mais il faut arriver à le contrôler ça et gérer sa zone d'énergie parce que être sec mais plus avoir d'énergie et plus pouvoir faire un training, bah en fait, voilà, comme je dis, Mmh. t'es déprimé, C'est tu ça, vois. ouais. Mmh. Donc là pour l'instant, ce que je teste, c'est de faire un maintien sur long terme, de devenir fort en maintien et ponctuellement quand j'ai envie pour l'été ou pour quelque autre raison faire une sèche assez rapide et ponctuelle euh, pour le kiff et après revenir vers un équilibre, tu vois. Mais il y a vraiment cette notion d'équilibre qui est liée à ça. Et en tout cas, moi, depuis que je fais ça, bah, j'ai beaucoup moins de problèmes de bouffe parce que je hold pas des restrictions et voilà, ce qui fait que j'actualise souvent et j'en parlais OK. dans un podcast avec Dailong qui m'avait posé une question sur les craquages, la sèche et les TCA. Donc, c'est un Mmh. truc qui revient Ouais, c'est super beaucoup. intéressant. Donc vu que je sais qu'en tant que streeter, on est vraiment amené être omnibulé sur le poids et tout ça et à Mmh. tester tout ce qui est possible et à faire des conneries aussi. Je pense que c'est important aussi de parler des side aspects euh, de la sèche. Donc voilà, et d'essayer de contrôler tout ça un peu et d'aller au feeling. Et comme je vous dis, les gars, être fort à votre poids normal et ensuite sécher, c'est bien plus stylé que d'essayer de juste être fort un jour dans votre putain de vie quand vous n'avez pas mangé de la journée, quoi, en fait. Euh, et vous allez vous sentir ultime Mmh. quand vous allez être fort tous les jours de votre vie à votre poids et que, imaginez qu'après vous fassiez une sèche Ouais. ponctuelle, ben, L'imagination, c'est non waouh. mais là vous allez péter votre crâne. Donc juste entraînez-vous et arrêtez d'être feignant parce que c'est encore un putain de raccourci. Je le répète, c'est encore un putain de raccourci de se dire vas-y je sais je pourrais être fort. C'est juste un Ah, le truc de raccourci, putain de feignant. c'est détruit, hein. Bah, c'est vraiment pas positif. Et du coup tout ça ça m'amène à évoluer vers un nouveau sujet. Bon comme tu l'as dit, t'as eu cette période où t'as un peu délaissé les figures, tu les reprenais, donc je pense que s'en est suivi plein de remises en question. Mmh. De ton côté, mais je pense que tu es quand même quelqu'un qui symbolise bah, une certaine discipline et régularité dans la pratique, non seulement aujourd'hui dans le fait de poster tous les jours des reels, par exemple, et même si t'es un athlète, on est en 2024, ça fait 7-8 ans que tu t'entraînes au moins, 9 ans. Ouais, ouais, Euh, quasiment. du coup,
est-ce que tu peux nous parler un peu de ce côté discipline par rapport à la passion? Est-ce que tu es quelqu'un qui est plus drivé par sa passion? Est-ce que tu as toujours eu cette passion ou est-ce que ça a un peu vacillé au terme des années? Ou est-ce que tu es vraiment en mode discipline, voilà, il faut faire ce qu'on doit faire, ce qui importe c'est la régularité, parce que voilà, pour moi tu es quand même un bon tryharder, tu vois. Ouais, bah, au début, il y avait, je pense au début, il y avait les deux, à la fois passion et discipline, dans le sens où, bah, discipline, je passe de, limite, rien faire à tous les jours, je rentre des cours et je dois m'entraîner 2-3 heures parce que je fais de plus en plus de figures. Et bah, au début, j'étais très, très passionné, vraiment, le street workout. Je pense que toi-même et tout le monde, cette flamme complètement incroyable. Et c'est vrai qu'au fil des années, et, je pense ça devait être à peu près, c'est plus ou moins, je pense que c'était un an après que je suis arrivé à Rennes, quoi. Donc peut-être après 5-6 ans de pratique, j'ai commencé à sentir que la flamme partait. Et je ferais une comparaison par rapport à ça, c'est un petit peu comme si c'était une sorte de relation amoureuse. C'est-à-dire que ça a été très très fort au début, mais qu'ensuite je me suis mis limite à détester le street workout, à vraiment développer une haine contre ça. Bon, c'est pas une personne, hein, c'est un sport, mais ouais, à tout détester. Et il y a eu, ouais, comme si c'était une phase de rupture. Aujourd'hui, maintenant, je suis totalement neutre par rapport à ça, mais je sais qu'à un moment donné, ça me faisait bien souffrir, quoi. C'était pas juste, ok, je m'en fous, ça m'intéresse plus, non, c'est ça m'intéresse plus, mais en même temps, ça m'embête, quoi. Et je me dis peut-être parce que d'un côté, j'ai construit plus ou moins toute mon identité autour de ça, au niveau de l'adolescence et au début de l'âge adulte, quoi. Et donc, bah, à ce moment-là, discipline, oui et non, parce que bah, du coup, je m'entraînais plus trop, j'arrêtais, je reprenais. J'ai toujours quand même continué à faire quelque chose, c'est vrai, mais c'est vrai que je suis passé par partout, hein. Je fais une semaine de muscu, ensuite je fais 3 semaines 3 mois de CTN rep, ensuite pendant 4 jours, je me dis ok, je refais du fond et des planches, j'arrête. Enfin, ça, il y a eu quand même ce côté de discipline dans le sens où j'ai quand même toujours fait quelque chose, même si ça a tourné, il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait rien, c'était vraiment le bazar, quoi. Il y a quand même ça s'est quand même plus installé quand il y a eu la reverse planche qui est apparue dans mon parcours, où là, je me suis dit, ok, bah ça me plaît, je vais essayer de tryhard un petit peu dessus, et même quitte à, ouais, à côté, de plus faire de front, de planche, de CTN, pourquoi juste ça? Juste, je fais mes 10 petites séries de reverse planche, histoire de pas trop en faire et de quand même pouvoir en faux. Et voilà, c'est le seul truc que je fais encore en ce moment. Et c'était quoi la question de base? J'ai oublié. Bah, c'était, est-ce que tu privilégies plus la régularité que la passion en fait, en soi, tu vois? Est-ce que t'es quelqu'un qui est juste drivé tout le temps par une passion, ce qui fait que quand tu l'as, tu t'entraînes, quand tu l'as plus, tu t'entraînes pas, ou alors t'es vraiment drivé par ta régularité, détermination, et même si t'as pas la passion, tu vas te forcer à faire le truc jusqu'à ce que ça revienne ou pas, d'une certaine manière, tu vois. Et ouais, je pense que je suis quand même pas mal drivé par la passion. Et s'il y a quelque chose que je fais et que d'un coup il n'y a plus d'objectif ou c'est flou ou que je sais plus, bah je vais arrêter parce que ça va me saouler de faire quelque chose dans le vide qui peut me prendre du temps tous les jours. Mais d'un côté, il y a quand même ce côté discipline dans le sens où je me dis que bah, le street workout, mine de rien, tu peux développer un physique avec, tout en, entre guillemets, dans mon cas, je reste chez moi, je fais mes séries de reverse planche. Pendant le repos, je peux faire du montage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un côté où je peux quand même maintenir le physique que j'ai et pas être, comment dire, être neutre. Donc, il y a un côté discipline dans le sens où je continue de le faire parce que ça me permet un petit peu de m'entretenir et j'ai pas de passion en fait pour un autre sport ou un autre truc que je pourrais faire à côté. Du coup, j'ai un peu en fait interverti la discipline et la passion. Et là maintenant, c'est plus la discipline du coup dans ça qui me drive, mais pour des objectifs qui correspondent plus à ma passion de base. Parce que de base, moi, je m'en fous de développer un physique ou quoi, je voulais juste des perfs. Là, maintenant, les perfs, c'est
c'est un prétexte qui permet de m'entraîner pour toujours continuer à avoir au moins une petite activité ou quoi. Et bah, sinon, après, en ce moment, je suis toujours dans un brouillard infini entre est-ce que je dois faire de la muscu alors que ça me plaît pas et que j'ai l'impression que je délaisse mon identité qui est le street, ou alors essayer de refaire du street, de retrouver une certaine flamme. C'est assez flou. D'accord. Euh, alors d'abord, j'aimerais qu'on essaye d'analyser pourquoi il y a eu cette notion de haine envers le sport que t'aimes tant, en fait, qui est encore là Hmm. aujourd'hui, tu vois. Comment ça s'est développé? Est-ce que t'as des pistes? Euh, faudrait que j'y repense parce que ça fait un moment. Est-ce que c'est lié à, à l'ego, à, à une recherche de niveau, à quelque chose que t'aimerais avoir et que le sport t'empêche d'avoir, ou enfin, entre guillemets, euh, que t'arrives pas à obtenir ce que tu veux, ou est-ce que c'est lié à autre chose? Je pense il y a deux éléments en vrai. Le premier, c'est le fait bah, qu'au début, quand j'ai commencé, c'était vraiment parce que je trouvais que c'était une figure incroyable et je me disais, mais comment c'est possible que le corps humain puisse faire ça? Mais bon, quand ça fait 5 6 ans que tu t'entraînes, qu'à la fin que tu comprends comment tout fonctionne, etc., bah, je vois l'Ivan qui fait une foule, comme si je regardais un mec qui marchait, quoi. Alors ça n'a plus aucun effet, je me dis, ouais, bah, c'est normal, le corps, il peut faire ça, tu te penches, levier, ça lève, t'as la force, le nerveux, tout ça. Donc il y a plus ce côté impressionnant, en fait, et ouais, c'est comme si bah, faire ces figures-là, ça n'avait plus d'intérêt. D'un côté aussi, quand j'ai commencé le street, c'était un petit peu à un moment donné où peut-être j'étais perdu dans ma tête, dans ma vie, etc. Et ça m'a un peu en fait aidé à me reconstruire. Et le truc, c'est que bah, une fois que j'étais reconstruit et que j'avais plus besoin de ça, bah, ça a commencé à s'effacer. Et après, moi, ce que je me dis par rapport à ça, c'est que c'est un petit peu, c'est triste, hein. C'est que tout est éphémère et que tout finit par diminuer, par disparaître et la flamme s'éteint, quoi. Mais ouais, il y avait plus cette volonté, entre guillemets, de me sentir supérieur parce que je sais faire des trucs stylés ou quoi. Il y avait plus côté égo sur ça, je m'en foutais. Et ouais, tout paraissait. Fad. Ouais, voilà, exactement. Hmm. Hier, j'ai enregistré un podcast avec Aloïs et c'était intéressant parce qu'on a aussi parlé de la flamme et il avait un point de vue hyper intéressant où il disait que, en fait, la flamme, elle est toujours là et elle peut évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est du coup, bah, toi par exemple, t'as peut-être perdu la flamme pour un certain type de street, mais aujourd'hui tu l'as toujours dans ta manière de pratiquer le street, avec par exemple bah, ton amour pour la reverse planche et pour le partage et de la mobilité. Donc tout ça, ça se transforme et tu intègres ton style et ta personnalité, ce qui fait que ça redevient original et que ce qui paraissait fade avant, bah du coup tu t'es approprié ce que t'aimais et t'y as ajouté ta personnalité, tu vois. Et ce qui fait que ça, c'est un peu ta nouvelle flamme, quoi. Et que comme tu dis, Et rien n'est permanent, tout est éphémère, mais que du coup, bah forcément la flamme, c'est pareil, elle y échappe pas, tu vois, tout bouge. Et peut-être qu'à un moment donné, pendant une année, tu vas être passionné par le front lever, comme tu as pu l'être, et tu as eu la flamme pour cette figure, et que bah, un jour, tu as été plus passionné vers la reverse, et aujourd'hui, c'est ce que tu as encore aujourd'hui, et que bah, dans une ou deux années, ça va peut-être encore changer, évoluer, et que du coup, cette flamme, tu vois, elle est toujours liée au street, mais c'est juste qu'elle prend plein d'aspects différents, et elle évolue, en fait. c'est super intéressant ce point de vue. Ouais, clairement. C'est-à-dire que peut-être c'est comme si elle changeait de couleur et qu'en même temps elle pouvait diminuer ou gagner d'intensité. C'est vraiment hyper intéressant. Et ouais, bah en vrai, genre comme je disais, c'était une réflexion que j'avais encore récemment, c'est que le street workout, en fait, je pourrais quand même, même si j'ai l'impression que ça s'efface, etc. et tout, je me rends compte que c'est vraiment trop en fait dans mon identité et que c'est compliqué de, même si ça me fait forcément trop plaisir ou quoi, c'est compliqué de m'en détacher et
Au final, je me sens aussi mal d'arrêter que de pratiquer parce que j'aime plus. Donc, mais ouais, ce concept de flamme, par exemple, je l'ai toujours avec le front clover. Ça, par contre, j'ai toujours trop kiffé cette figure, les touches, etc. Et c'est le seul truc encore aujourd'hui, je pense, sur lequel, quand je vois des vidéos d'athlètes que j'admire de ouf, par exemple Mani ou Marianito, c'est, je pense, les deux seuls qui me font encore vibrer sur cette figure et Ouais. même dans le Ah, street, ils ont quoi. leur Et personnalité tout de le ouf, reste, hein. Hmm. ouais. Juste ça, ça pourrait me motiver à, à recommencer. Ouais, non, c'est magnifique. Mais c'est super intéressant et effectivement, je suis totalement d'accord avec toi dans le fait qu'on construit, on se construit, on évolue autour du street, ça fait partie entièrement de nous et le perdre, changer, ça crée un vide littéral en nous, tu vois, parce on a grandi avec, tu vois, et on continue d'évoluer, de grandir avec, donc ça nous éduque et ça nous façonne, donc je suis d'accord avec ça. Et en parlant de cette motivation, il y a un truc qu'on a en commun, dont j'aimerais parler un peu, c'est les animés et les ASMV. Alors, qu'est-ce que Ça c'est date, ça. les ASMV? Bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste des montages en fait, montages de fans des animés sur des musiques avec des extraits de morale et de paroles de certains animés par exemple. En fait, c'est un peu des vidéos motivation mais d'animés. Et je sais que toi, t'es aussi un otaku, un grand fan d'animé, et que ça t'a beaucoup motivé et t'en regardais pour te motiver pour le street. Est-ce que tu peux nous dire un peu, voilà, brièvement, qu'est-ce que ça t'apportait? Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Et en termes d'émotion, qu'est-ce que ça engendrait, tu vois? Euh, Est-ce que ça influençait ton niveau en street et vraiment à quel point ça pouvait être deep, sentimentalement parlant? En vrai, j'ai un peu l'impression que c'était une manière de regarder des animés, des SMV, des animés, etc. Ça me donnait une motivation et la manière que j'avais d'utiliser cette motivation, c'était comme si j'étais obligé d'en faire quelque chose. Je pouvais pas juste être trop motivé comme ça, avoir du son que je kiffe de ouf et pas pouvoir m'en servir. Et le street workout avec les figures, etc., c'est, c'est parfait en fait justement pour ça, pour retransmettre cette motivation là-dedans. Même t'écoutes des OST, des sons qui te motivent et des temps, quoi, c'est, c'est incroyable, quoi. Et, ouais, c'est vrai que bah, du coup, je me dis, imagine si là, j'avais pas le street workout, quel serait le moyen, entre guillemets, d'utiliser la puissance des sons quand t'as un son que tu kiffes trop. Je sais pas, je le sens dans ma tête, c'est comme si je me disais, il faut que je m'en serve d'une manière ou d'une autre. Que ce soit l'écouter pendant que je fais quelque chose, ou alors le mettre sur un montage, sur un edit, sur une vidéo. Je sens ce besoin de l'utiliser. Et bah, du coup, le street workout, ça a été avec les figures un très très bon moyen pour ça. Et je me rappelle même d'un moment donné, où, justement en parlant d'ASMV, je m'entraînais dans ma chambre, sur mon ordi, j'écoutais du coup l'ASMV, et ça m'avait trop donné de la patate et du nerveux, j'ai l'impression. Et en fait, ça m'avait, j'avais l'impression d'avoir découvert un cheat code. Au lieu de juste écouter de la musique, je mettais des ASMV en fond, et que ça me donnait de la patate de fou en front. J'ai trop retesté, mais ouais, ça, je pense que ça me mettait dans un mood propice au nerveux, quoi. Forcer et y aller. Ouais, moi, il y a plein d'entraînements où j'écoute en fait quasi que des ASMV. Je pense que c'est lié aussi au fait que dans les animés, on arrive à s'identifier aux personnages super facilement et, euh, et du coup, on est motivé en fait, tout simplement. Et grâce à ça, et ben, bah, c'est juste insane en fait ce qui se passe. C'est que on se dit, bah lui, il a réussi à devenir fort, à se dépasser, peu importe ses raisons ou ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas et du coup, ça te pousse à te dépasser quoi. Enfin, c'est assez insane. Donc on parlait de ton niveau. Euh, pour moi, t'es quelqu'un qui avait une réelle capacité d'atteindre un niveau d'élite, de faire partie de l'élite réellement, tu vois, en termes de talent, de capacité de travail.
Et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé mentalement? Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as totalement changé dans tes motivations, objectifs et que tu t'as totalement arrêté, enfin totalement ou diminué en tout cas, cette recherche-là de compétition, de niveau, d'élite, d'ego et que tu t'es un peu éloigné de tout ça, t'as pris du temps pour toi, t'as évolué et changé en fait et qu'est-ce qui s'est passé un peu? Bah, du coup, je pense que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Comme quoi, bah, ouais, c'est la passion qui me drive. Et si je ne sens plus et que j'ai l'impression de faire les choses dans le vide, bah, je vais pas me forcer à continuer ou quoi. Et je pense même que ça peut reprendre le concept de liberté auquel je suis très attaché et de me dire que bah, là, je fais quelque chose que j'ai pas envie de faire, qui me sert à rien, et me forcer à le faire, bah, ça me fait pas me sentir bien, quoi. C'est juste de la tristesse et bah, du coup, je, je fais pas. Hmm. J'arrête. Et Et sinon, j'ai pas d'autres explications là qui me viennent en tête. Bah, peut-être après aussi, il y a quand même ce côté, même si en fait tu peux réussir à être fort, etc., c'est plus quelque chose, le street workout, qui va s'exprimer à travers les réseaux. Le concept de compétition, bon, c'est assez le bazar dans ce sport, avec l'agilité, tout ça, c'est un peu. Après, voilà, il y a des choses qui se font avec la Burning Gate, etc. Mais voilà, c'est-à-dire que même si tu as le niveau ou quoi, bah, c'est quand même pas. Voilà, c'est pas comme le foot où hop, t'es champion du monde et genre, hmm. c'est factuel, quoi. C'est hyper bien encadré et que. Voilà, que tu as vraiment le moyen, la possibilité de te mettre en avant par rapport à ça. Donc, parce que ouais, j'ai déjà fait quelques compétitions. J'en ai fait une bah, à Rennes que j'avais gagnée, par exemple. Mais, euh, mais ouais, je trouve qu'il y a pas vraiment quelque chose de sérieux ou quoi. Et qu'au final, la vraie compétition, moi, je la vois plus sur les réseaux avec celui qui peut réussir à partager les meilleurs perfs. D'accord. Ok. C'est ton point de vue de la compétition qui a changé en fait. Euh, Parce que tu aurais très bien pu aussi atteindre ton niveau d'élite en front juste par curiosité pour toi de jusqu'où je peux aller dans mon niveau en front par exemple. après, je pense qu'il y a aussi un côté, si je me rappelle d'un truc. Mhm. Quand je faisais du front en été 2021, d'ailleurs, j'ai atteint mon prime à ce moment-là dessus. J'ai pris un jour de repos et j'ai commencé à perdre tout mon niveau. Et Non. ça a dégringolé. C'était fini. À perdre tout mon niveau. C'était peut-être. J'avais deux fois moins de niveau, quoi. Et à partir de ce moment-là, bah, ça m'a saoulé et je suis rentré dans un cercle vicieux, quoi. Et ouais, je pense que c'est aussi le côté, parce qu'en fait, si j'aurais continué à progresser et que tout se passait bien, je pense que j'aurais toujours continué, en fait. Mais vu qu'en même temps, ça devenait peut-être compliqué ou que je comprenais plus rien encore et que ouais, ça marchait plus trop ou que c'était long et qu'en plus je voyais plus trop d'intérêt, bah, tout ça, ça a cumulé. J'ai voulu arrêter. Mais c'est vrai que si je continue à progresser de fou et me sentir trop bien, etc., j'aurais continué, de raison. D'accord. Ok. Ok. Et donc c'est ce qui a fait que t'as niveau ego, t'as moins recherché cette reconnaissance et tu t'es finalement orienté vers juste un truc un peu plus simple et naturel de juste je pratique pour moi et je fais les mouvements que je veux quand je veux et voilà, basta quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, aujourd'hui, mentalement, tu te sens mieux? T'es, ça a changé quelque chose ou pas? Parce que je sais que on peut ressentir une grosse pression aussi dans une certaine recherche de niveau, tu vois, on a une pression vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même. Et tout de suite, quand on change de mentalité, on peut se sentir très libéré en fait d'un gros poids qui pesait sur nos épaules, tu vois. Ouais, je pense que je me sens quand même bien libéré depuis le temps. Mais de l'autre côté, je me dis, ça manque quand même du coup un peu de compétition aussi du De coup. challenge, ouais. Voilà.
qu'il n'y a pas de truc que j'ai à côté dans la vie ou pas, où je me dis, il n'y a pas de meilleure compétition en fait que le street au final, qui figure dans le cadre de ma vie. Donc, ouais, au final, ça manque. C'est vrai que ça a quand même, je pense, bien apporté de la liberté. Surtout que bah, j'avais plus d'intérêt à le faire et que c'était juste forcé. Donc, ouais, je pense que ça m'a bien libéré. Mais après, c'était pas facile non plus parce que c'était pas juste je devais arrêter et voilà, tout allait se régler. C'est même si j'arrêtais, en fait, ça, ça m'embêtait. Je sentais que bah, ça prend quand même mon identité et le fait que ça, que j'arrête, bah, ça, comme si ça me découpait mon identité. Hmm. Problème, ça me dit genre que t'es. Et alors, pourquoi avoir choisi ta nouvelle spécialité, spécification dans la souplesse? Est-ce que tu as des objectifs maintenant, dans notamment la reverse planche, tu vois? Euh, Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au final, la souplesse, mobilité et tout ce que je fais poster, c'est pas vraiment ma passion ou quoi, mais c'est sûr que bah, notamment la souplesse, c'est quelque chose que j'ai commencé à entraîner dès le début en street workout et dans lequel j'ai certainement des facilités et que j'ai réussi à bien développer. Et vu qu'en parallèle, bah, j'entraîne toutes les figures du street, ça fait le mélange, le mana que personne n'entraîne et moi qui entraîne la souplesse, toutes les figures étranges, bah, c'est un mix parfait. Et comme par hasard, je pense que génétiquement, etc., bah, bien fait pour ce genre de figure, en plus de ma taille et de poids, je pense que voilà, c'est pas un hasard si je peux performer dans ce genre de figure. Et donc, bah, après, en termes de souplesse, il y a deux choses. Parce que ce qui m'intéresse quand même surtout, c'est le côté, pour être honnête, business, c'est-à-dire faire de l'argent et aussi aider maximum de gens, etc., partager mes connaissances et recevoir des messages de gens qui disent que grâce à toi, ils sont etc. C'est incroyable, ça fait trop plaisir. hmm. Mais ouais, du coup, bah, en souplesse, il y a à la fois le côté, je me dis, si j'arrivais, parce que je sais qu'il y a des mouvements, je peux aller encore plus loin en termes d'amplitude, etc. Mais personnellement, ça me ferait plaisir sur le coup, mais ça me ferait pas plaisir par rapport au travail que je vais effectuer pour y arriver. Et ce que je me dis, c'est que, bon, du coup, c'est pas rentable à ce niveau-là. Il y a un autre côté, c'est le côté, bah, si j'ai des perfs de plus en plus hauts, entre guillemets, en gros, ce qu'on pense, c'est de se dire, bon, bah, sur les réseaux, je vais réussir à encore plus tout exploser, etc. Le truc, c'est que, bon, en fait, c'est pas vrai. Donc, je suis pas vraiment drivé par ça. Et puis même en front lever, par exemple, si tu veux progresser, bon, bah, c'est simple, hein, tu passes de 5 pull-ups de catch à 6, à 7, tu changes de grip, voilà, tu prends prise large, ce que tu veux. En souplesse, c'est plus, je trouve, c'est moins, comment dire, c'est plus abstrait. C'est moins factuel, ouais. Ouais, c'est plus compliqué de vraiment savoir ce que tu peux faire. Ouais, c'est pas, c'est ça, c'est pas Hmm. abstrait, ouais. Mais en tout cas, c'est génial. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre ta vie avec grâce au street? Ouais. Après, du coup, question qu'on me pose beaucoup, mais du coup, je me dis, c'est même plus gagner ma vie grâce au street, c'est gagner ma vie grâce, je sais même pas comment on peut appeler ça, la souplesse, ouais, tout simplement. Hmm. Oui, c'est aller beaucoup Ça plus loin que le sort du street, cadre en fait. du street workout, mais ouais, Hmm. c'est, tout ça, c'est toujours tout un ensemble, tout se mélange et tout. Hmm. Bah, en tout cas, félicitations, bravo, parce que c'est un truc qui est pas facile et il y a plein d'athlètes Merci. qui aimeraient réussir à gagner un peu leur vie grâce au street ou quelque chose autour du sport. Donc c'est bien. Et comment tu vois ton évolution là-dedans? Est-ce que pour l'instant ça te suffit? T'aimes bien voilà le coaching, les réseaux sociaux, tout ça? Ou est-ce que tu as déjà des plans pour le futur ou une vision qui est amenée à évoluer, à changer ou... Comme je disais, je suis beaucoup attaché à la liberté, donc au début, quand j'ai commencé à faire ça, il y avait juste un objectif de, bon, bah, je veux pas travailler au SMIC, qui est travailler dans des carrefours, machin. Je voulais pas non plus faire d'études. Donc, moi, juste ce que je voulais de base, c'était bah ouais, pouvoir vivre de ma passion, comme ça, avoir la liberté.
du temps, liberté géographique, mais c'est vrai qu'elle est là aussi. Et au final, bah, en voyant que je pouvais gagner ma vie, ça, je sais pas si c'est juste une évolution au niveau du mental, de la personnalité, etc. Si c'est une évolution naturelle, ou si c'est parce que j'ai vu que je pouvais vivre de ça et faire beaucoup plus, que du coup, je suis, dans ma tête, c'est parti plus loin. C'est-à-dire qu'au début, je voulais juste être libre, en me rendant compte que, bah, hop, c'est bon, c'était fait et tout. Maintenant, je vois que c'est possible de faire beaucoup plus. Hmm. Du coup, je suis attiré par faire beaucoup plus, alors que de base, je voulais juste être libre. Donc, ouais, je pense que c'est par le fait de me rendre compte de tout ce qui est possible que, du coup, je suis attiré par ça. Et mais ouais, après, je suis pas mal en ce moment. Bah, du coup, je travaille sur formation, souplesse, etc. Et je reviens quand même à ce truc de liberté, c'est-à-dire que là, ma vie, tout tourne de ça. Et c'est un peu pas possible d'avoir une personne avec moi, construire une famille, ce genre de choses en termes de temps, etc. Même juste pour moi, c'est limite, j'ai pas de temps pour moi. Après, ça me pose pas de problème parce que je kiffe ce que je fais. Je sais que c'est temporaire et, et voilà quoi. Mais ouais, par la suite, par l'avenir, j'aimerais bien quand même pouvoir Hmm. diminuer le temps que tout ça me prend. De toute façon, après, je me dis, une fois que ma formation, que mes petits projets et tout, ils seront terminés, ben, c'est bon. Toi, après, tournera tout seul. Puis après, il y a toujours le moyen de pouvoir déléguer, etc. Et de m'organiser plus intelligemment pour faire les contenus que j'ai à faire paquet par paquet. Et ouais, pouvoir faire en sorte que ça me prenne peut-être 2, 3 heures par jour au grand max, limite peut-être moins. Et qu'après, voilà, j'ai tout mon temps à côté pour moi vivre et voir ma famille, etc. Hmm. etc. C'est vrai que d'un côté, je me dis, euh, ça, c'est que même quand tu finis des projets, il y en a d'autres qui viennent se rajouter, et Bien en fait, sûr. il y a toujours Hmm. C'est fini, en fait. Donc, je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Bah, en fait, c'est grâce à tes choix, en fait. C'est tes choix de rechercher un équilibre et de le trouver, en fait. Quel est ton équilibre qui te va bien, qui te correspond par rapport à la vie que tu as aujourd'hui et à la vie que tu aimerais avoir dans le futur? Et après, je pense que l'important, c'est de s'organiser autour de ça et trouver cet équilibre Mm. pour que ça marche bien. En fait, c'est aussi intéressant parce que les exercices comme les 10 000 pas, 20 000 pas, c'est aussi des exercices qui t'apprennent à devoir trouver un équilibre par rapport à ta vie actuelle, ton emploi du temps et la manière dont tu as envie de vivre. Parce que peut-être que tu n'as juste pas envie de vivre en faisant 17 000 pas, 20 000 pas par jour tous les jours. Et tu as envie de vivre avec tes 10 000 pas. Et du coup, bah, vis avec tes 10 000 pas et organise ta vie autour de ça, tu vois. Et puis tu trouveras d'autres choses pour réajuster cet équilibre, tu vois. C'est comme le niveau, Ça, j'en parlais à un moment donné avec Daylong, mais voilà, si tu veux tel niveau, organise ta vie pour avoir tel niveau. Si tu veux grise de groove tout le temps et être fort en mode grise de groove, fais du grise de groove. Si tu as envie d'être fort juste pendant ton entraînement, fais juste tes entraînements. Enfin, en gros, il suffit de faire ce dont tu as envie de faire. De vivre maintenant la vie dont tu as envie de vivre, tu vois. Si tu as envie le soir d'être tranquille chez toi, organise-toi dès maintenant pour enfin, je pense que ça peut être une solution, tu vois. Après, effectivement, tu as cette notion aussi ouais. de là, j'ai du temps, je peux tryhard, j'ai envie de tryhard, bon, je tryhard, tu vois. Et je sais que après, je tryharderai moins. Donc voilà, mais en tout cas, je pense que c'est important d'essayer de trouver cette notion d'équilibre, quoi. Et c'est cool. Est-ce que tu as un tips sur un mouvement au pif, ce que tu veux, Et- que tu aimerais donner et partager aux auditeurs et à quelqu'un qui aimerait apprendre ce move, un truc que t'aimes bien. On va partir sur le classique du matin. Ok, ok. Et ça peut, en plus, comment dire, faire une extension aux autres moves. C'est en fait de le faire, mais contre un mur. Et quand je dis que ça peut se rapporter aux autres moves, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire des lignes planches surélevées, mais du coup en ayant les pieds contre un mur. Ça, c'est notamment un exo que m'avait donné des longues et ça m'a boosté ma progression en full planche. C'est n'importe quoi. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire que les lignes planches, je me suis toujours dit, ouais, bof, hein. Pour un débutant, ok, je voyais un petit peu l'intérêt, mais j'ai jamais trop. Ouais, je voyais un peu ça comme. Enfin, c'est facile, c'est une planche, c'est pas augmenter la difficulté en fait. Si tu te penches plus, bah, du coup, tu fais une planche, du coup, ça perd du sens.
Du coup, il y a ce concept de pouvoir augmenter la hauteur des pieds, donc que ce soit juste en les mettant sur une chaise et en faisant une ligne, ou alors les bloquer contre un mur, comme ça bouge pas. Et là, bam, t'es sur le même exo, mais plus difficile et tout, et c'est vraiment ultime. Donc, du coup, ouais, c'est depuis que, je sais pas si j'ai commencé à faire des lignes en full avec les pieds contre le mur en premier ou le mana contre un mur. En gros, le mana contre un mur, c'est ce qui a débloqué ma progression et qui m'a fait progresser de manière fulgurante, en fait. Tu te mets dans quel sens du coup? Tu fais ton mana et après il y a tes pieds qui touchent le mur. En gros, c'est comme si je suis face au mur comme ça, Ah oui, ok. et Et ton, je mets les pieds en avant contre le mur. ok, ok, je vois. Et du coup, ce qui fait que tu peux pousser au maximum dans tes bras, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en gros, ouais, le concept, c'est t'es dans la même position que tu devrais être en temps normal. Il y a ce concept aussi où tu peux te pencher en arrière encore plus, en Solide. sorte que ça travaille la figure et que ça augmente la difficulté. Et, et oui, quand je dis contre un mur, c'est il y a un pied qui est dans la position et un autre qui tient le mur. Ok, ouais, c'est ça. Construction comme ça. Donc, ouais, du coup, euh, bah, c'est cet exo qui m'a le plus aidé, je pense, à faire une vraie condition de la figure. Et je pense même que pour un débutant, il n'arrive pas totalement dans la position. Il y a même une progression dans le fait de réussir à y aller de plus en plus, de pouvoir de plus en plus s'ouvrir les épaules et monter le bassin vers le haut, quoi. Et ouais, comme je disais, ça peut se rapporter aussi à la planche. Le front, je sais pas, j'ai pas assez testé de faire des touches avec le pied contre le mur. C'est J'ai testé ça, c'est insane. C'est insane. tout ce genre de trucs. Parce que, en Ça me fait un fait, peu vu que c'est penser. plus simple, mais t'es quand même dans la bonne position et c'est pas du tout pareil qu'un élastique, du coup, tu forces et Ouais, tu tiens c'est longtemps. facile, mais tu Ouais, c'est forces facile, mais tu il y a un forces à truc 100% et c'est ouais, vraiment hyper stylé. intéressant. Hmm. Ça me fait un peu penser au. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que Livan, des fois, il en parle. En mode, par exemple, t'as une barre que tu peux pas soulever, mais tu fais comme si tu voulais la soulever à 100%, alors que tu sais que ça va pas bouger. Genre, c'est le fait de forcer à fond, alors qu'il n'y a pas de poids, et tu sais que le truc, il peut pas se soulever. Genre, Ouais, c'est c'est des barres qui l'intention. sont. Ouais, je sais plus comment le truc s'appelle, mais. Enfin, Et ouais, en tout cas, c'est le principe de mettre une intention à 100%. C'est comme faire une c'est ligne ça. et faire une ligne en essayant de décoller. Ça, t'as pas du tout la même intention et t'appliques pas du tout le même degré de force. Et même Noah, il en parlait quand on prenait l'exemple des gens qui faisaient des élastiques. En fait, il faut essayer de forcer à 100%, même s'il y a pas, comme s'il n'y avait pas l'élastique, tu vois. Et de pas se laisser Ouais. aider totalement par l'élastique, tu vois. Vraiment, le principe de vouloir mettre le plus d'intention possible et d'oublier cet élastique. Et, et c'est insane. Ça fait que tu forces 100 fois plus, donc forcément, il y a plus de gains et de progrès. Voilà, c'est tout simple. Tu vois, moi, ce que je me dis, c'est que je pense que ce qui est le plus optimal, tu vois, pour progresser sur les figures, c'est qu'il faut avoir un côté, bah, je fais la figure dans les conditions réelles du truc, un côté assistance avec un élastique, puis justement le côté assistance, mais pas avec un élastique, avec un mur ou quoi, où tu forces à fond, mais en même temps c'est facile. J'ai l'impression que c'est quand même ces trois méthodes différentes, mais qui sont parfaites à être combinées, quoi. Ouais, totalement. Et puis même mentalement, par exemple, t'as pas la full planche. Tu fais une full planche avec un élastique. Bon, déjà mentalement, c'est cool parce que tu te dis ouais, j'y arrive. Mais tu sais qu'il y a quand même un gros élastique au milieu qui t'aide. Et le fait de faire une full planche avec juste la pointe de tes pieds qui touche le mur, c'est aussi sympa mentalement parce que bah, du coup, tu t'arrives à faire le mouvement sous plein d'assistances différentes. Et en fait, C'est tu te rends ça. compte que Les le move, ressentis sont pas il les est mêmes. pas si loin que ça et ça te débloque des trucs dans la tête Mm. et par rapport à un mec qui ferait juste des tries et qui réussirait pas ses tries, bah, il y a une grosse diff mentale, tu vois. Donc, le fait, Ouais, par rapport au mana, une figure, c'est pas comme la foule où tu fais des one leg, tu fais des straddles, le mana, ouais, tu peux pas le faire, tu fais rien, quoi. Et même avec un élastique, c'est hyper galère. hmm, Sauf si t'as quelqu'un pour t'aider, donc le mur, c'est le meilleur ami. grave. Eh ben, écoute, on approche vers la fin de ce podcast. Kevin, est-ce que t'as des questions? Le moment des questions. Je vais avoir des questions. Est-ce que t'as des petites questions pour moi? Alors,
j'essaie d'y réfléchir. C'est pas facile. Et ouais, j'ai peut-être un truc que moi-même je me demande, qui fait pousser la réflexion plus loin. Mhm. Est-ce que tu continuerais à faire du street workout si tu étais le seul à en faire, mais que tout le monde s'en fout de ta perf? Dans le sens où c'est pas, t'es le seul qui en fait et tout le monde trouve ça incroyable, du coup, bah, t'es saucé et tu le fais. Ou alors tu le fais quand même parce que en fait, est-ce que, ouais, tu continuerais à le faire s'il y avait tout le côté égo social qui partait et que du coup, bah, tu le faisais juste pour le kiff en mode, ouais, quand je fais une foule, j'adore les sensations, etc. Comme si j'étais seul sur Terre, en fait. Ouais, mais seul sur Terre, je me dis, c'est trop hardcore parce que le street, c'est ta dernière des priorités en fait. Oui, 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 bien sûr, mais dans Mais l'idée. ok, on va laisser les humains. Ok, alors, c'est trop intéressant parce que au début du street, j'ai fait des petites vidéos interviews de potes. Euh, J'en parle dans le dernier podcast d'ailleurs, ça s'appelait Athletes Life. J'ai fait ça sur Ali et Michael Chaladjvili. Ok. Donc ça remonte, hein, ça fait au moins bien 4, 5, 5 ans, peut-être plus. Et, euh, et du coup, je posais des questions. Je faisais déjà des podcasts à l'époque. Et je les interviewais. T'es Et, en avance. et la dernière question qui m'intéressait de ouf, que je posais, c'était est-ce que tu ferais du street si tu étais seul sur Terre? En soi, du coup, Putain. c'est exactement la même question que tu viens de me C'est poser. ultime. Donc c'est une question que j'ai pas arrêté de me poser tout au long de ma carrière et qui est super intéressante. Donc c'est sûr et certain que l'ego joue, même si je sais qu'il devrait pas et que je tends à le diminuer le plus possible. Mais l'ego joue forcément dès qu'il y a une notion de performance et de niveau. Ou même qu'il y a Mm. une notion de compétence, de challenge, de compétition qui arrive, tout ça. Forcément, dès que je suis proche de mon prime et que je fais des nouveaux trucs stylés, je suis le premier à les envoyer à mes amis et leur montrer. Et je suis fier, en fait, de pouvoir leur partager ce que je fais parce que mon évolution et ma réussite, ça me permet aussi de gagner confiance en moi et être approuvé par les autres et mes amis et leur montrer de quoi je suis capable et que mes efforts payent. Ça me fait évoluer, tu vois, et ça me fait du bien et ça me rend heureux. Ça me procure beaucoup de bonheur et même, je pense, ça peut motiver mes amis. Et du coup, il y a Mm. ce truc d'échange, et c'est pas non plus que de l'ego, mais c'est aussi de l'échange et du partage d'émotions et de passion, quoi, en fait, tout simplement. Donc, d'ailleurs aussi, il faut savoir que j'ai commencé à m'entraîner en groupe avec des amis, tu vois, avant de m'entraîner tout seul, d'apprendre à m'entraîner tout seul. Donc en fait, cette notion de partage et de street, elle a toujours été liée, tu vois. Euh, Dès le début, ça a été un sport euh, qui se pratiquait avec des amis, en partage, en training dehors, ambiance, progression en groupe. Donc il y avait vraiment cette notion de faire du street avec l'autre, qui a été présente dès le début. Donc après, par la suite, j'ai dû apprendre à m'entraîner tout seul, ce qui a beaucoup changé ma manière de voir le street et d'évoluer. Mais encore aujourd'hui, j'ai eu des phases où j'étais totalement démotivé parce que je faisais que de m'entraîner dans ma chambre tout seul. Et ce qui me reprocure des fois de la motivation et de l'ambition chaque semaine, c'est de refaire des trainings avec des amis, revoir des amis, m'entraîner Mm. ensemble parce que ça me stimule, ça me motive, chacun s'entre-motive et je pense que dans la vie de manière générale, on évolue et on se motive entre nous. C'est pas pour rien qu'il y a des teams qui se créent, qu'on s'envoie des vidéos entre nous, qu'on poste des trucs. On attend ce retour, on attend ce partage en fait, que ce soit d'une manière d'ego ou de juste partage simple. Euh, donc, euh, et d'un autre côté, d'un autre point, j'ai toujours été passionné par le street et ça fait partie de moi à part entière. Et comme on disait, moi sans le street, c'est plus vraiment moi. Et je serais triste de plus en faire. Donc je le fais aussi simplement pour moi d'abord et pour mon évolution. Donc je pense que je serais très triste d'être seul à pratiquer ce sport, mais que ce serait très difficile pour moi d'arrêter de le pratiquer Ok. parce que ça fait partie de moi, tu vois. Et l'enlever parce qu'il n'y a plus personne, bah c'est une double peine en fait.
Donc au moins, Ouais. le bénéfice de pouvoir le pratiquer, c'est déjà euh, un espoir, tu vois. Enfin, c'est déjà cool. Je vois. Donc on va dire ça comme ça. Ouais, c'est deux points que je trouve positifs, que j'essaye le plus de cumuler. Mais si je pouvais pas les cumuler, bah j'essaierais quand même d'en garder au moins un. Donc oui, je continuerai, mais je préférais pouvoir le faire et le partager. Parce que pour moi, l'humanité, c'est ça aussi. C'est on est sur Terre, mais c'est pas pour vivre tout seul dans sa chambre. C'est aussi pour vivre et partager des expériences et grandir ensemble, quoi. Euh, donc ouais, ouais. Voilà ma réponse. Ok. Parce que ouais, ce que je me disais, c'est, on entend pas mal le, le délire de, ouais, j'aime trop les sensations quand je fais des figures, des foules, etc. C'est un truc avec lequel j'ai un peu du mal. Euh, pour moi, le street, c'est un petit peu, moi, les figures, c'est un peu un truc de flemmard dans le sens où j'ai l'impression que tu forces, mais qu'en même temps, il se passe rien. T'es là, tu forces, mais je sais pas comment dire, c'est pas comme quand t'es en train de courir et que t'es en train de crever sur place. Oui. Tu fais des figures, t'es pas en train de dormir, mais tu forces, mais je sais pas, c'est pas. Après, si tu fais des longs combos, si tu t'amuses à faire des runs, etc., ouais, ça va devenir cardio, il va y avoir de l'intensité, etc. Mais moi, j'ai l'impression que je suis posé dans la figure et que même si je force, bah, on peut parler en même temps, bon, on aura moins de force, mais ça va pas, voilà, ça va pas avoir un gros impact. Et ce que je me disais, c'est, bah, par exemple, quand je fais une reverse planche et que je sais que je suis en train de faire une putain de performance, content des sensations que j'ai dessus, mais c'est parce que je sais que c'est un truc de fou et que personne. Hmm. Enfin, voilà, je sais que parce que c'est une perf mondialement incroyable. C'est pas juste parce que je kiffe. Sinon, je ferai un headset et je serai content, quoi. Oui, Donc, c'est ce que totalement. je me disais. Il y a la notion d'ego et forcément même par rapport à toi-même, quand tu t'es fixé un objectif et que tu as mis du temps à l'atteindre, quand tu l'atteins, bah t'es fou de joie parce que déjà tu sais que tu vas pouvoir le partager aux autres et en plus bah t'es fier de toi, de tes efforts. Il y a une notion d'accomplissement, de dopamine directement qui est engendrée, tu vois. Mais par exemple, à titre d'exemple, moi je kiffe faire des combos au sol et même faire des trucs simples au sol, ça me procure plein de plaisir et Ok. envoyer des équilibres, partir en planche, tout ça, c'est juste trop amusant et je trouve c'est là où tu peux être très créatif aussi. Donc donc et à contrario, faire un max full planche, ça peut être très stylé. Genre si tu fais, genre moi j'aimerais trop avoir 20 tout presse, tu vois. Et bah forcément, Mm. si je le fais un jour, ça va être trop cool pour la perf et pour le montrer aux gens. Mais en soi, pendant les 20 secondes, bah c'est long quoi. Et c'est peut-être moins amusant que de faire un dead stop, tout push-up, tout press, tout flag, tout replanche. Enfin, tu vois. Ouais. Donc ouais, effectivement, on peut s'amuser avec des moves simples parce qu'on a grave du feeling dessus. Et il y a des moves durs ou des grosses perfs qui peuvent être chiantes. C'est pour ça que j'aime bien aussi les power moves parce que c'est pas non plus des trucs qui durent 10 000 ans, mais t'as énormément de sensations et de difficultés et de challenge, Mm. donc c'est assez chouette. Genre faire une lean et tomber en maltaise sol et presse, c'est insane parce que c'est très rapide dans le temps et ça demande d'un coup énormément de force et la sensation est assez folle. Donc euh, j'ose imaginer le doigt tout paume presse ou des deux doigts maltaises. Mm. Enfin, la sensation doit être juste incroyable. Ouais. Donc ouais, j'aime bien les power moves pour ça et les combos pour ça, tu vois. Donc, mais ouais, je partage mes entraînements entre d'une manière un peu robotique des fois de entraînement vraiment et en mode créatif où je m'amuse, tu Ok. vois. Ouais, voilà. Tu vois. C'est trop perdu. Ou alors, ça fait trop longtemps que je fais plus du street, du coup, je sais plus ce que c'est les sensations. Bah peut-être ça reviendra un jour, tu seras remotivé, redéter et tu retesteras des Ça. trucs. Ouais, je me dis, c'est tant que je suis vivant, Bah c'est fini, hein. Bah oui, de ouf, hein. Toujours On, plein de trucs possibles. on voit plein Ouais. de vieux qui font encore des flags et des fronts, des planches à 60 ans. C'est cool si on peut arriver à faire ce sport le plus longtemps possible. Tu dis, ça fait
60 ans C'est de workout. abusé. Plus aucun os, plus aucun cartilage, rien du tout. Bon, bah, trop bien. Écoute, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce podcast. Ouais, nickel. C'était super intéressant. Merci Kevin de nous avoir partagé Aussi, ton c'est à toi. expérience. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à partager le podcast, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et vraiment, ouais, si vous voulez que le podcast grandisse, bah juste partagez-le à vos potes en fait. Voilà, voilà. Et si jamais il y a des gens que vous voulez que j'interviewe, bah n'hésitez pas à balancer des noms, sauf les gens que je déteste. Non, je rigole, je déteste personne. Mais On va faire la liste. Alors, alors, sauf, non, non, on va éviter de. Bon, bah merci Kevin encore une fois. merci à toi. Et puis Puis, bah à une prochaine, j'espère. Salut! ciao.